Est-ce que c'est une bonne idée de prendre mon prêt étudiant pour les injecter en bourse? C'est une folie en fait de faire ça. Aujourd'hui, s'endetter pour aller sur les marchés financiers, ça peut être catastrophique. Les Français épargnent beaucoup. Et pour autant, ils sont faibles investisseurs. Mettez vos émotions de côté. En fait, quand on investit, il faut être pragmatique. Il faut réfléchir avec sa tête, pas avec ses émotions. Si juste investis 50 €, tu fais partie déjà de la minorité des Français qui investissent. Ouais. C'est mieux que 90% des Français. Pour moi, le meilleur produit aujourd'hui qui est disponible en France exclusivement, c'est le plan épargne en action, le fameux PEA. C'est-à-dire qu'avec 5 €, tu investis dans les 1500 plus grosses capitalisations boursières au monde. Un conseiller bancaire, dans une banque traditionnelle, c'est un vendeur, parce que le conseil ne rapporte pas d'argent à la banque. Ne jamais sortir du bureau de son conseiller sans avoir tout compris de ce qu'il nous a expliqué. On le sait en France, l'argent, c'est quand même un sujet qui est très tabou, on en parle très peu. Si tu penses que le monde entier ne fera pas de croissance pendant 10 ans, n'investis pas. Mais c'est thématiquement impossible en fait que le monde ne fasse pas de croissance. C'est pas toujours ceux qui gagnent mieux leur vie qui investissent et qui épargnent le mieux. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Patrimoine, le podcast qui rend la gestion de patrimoine accessible à tous. On y reçoit des experts pour avoir les idées claires et on vous donne des clés pour mieux comprendre et agir sur la gestion de votre patrimoine et de vos placements financiers. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Anthony Anto, qui est créateur de contenu financier. Salut Anto. Salut Mathieu, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment ravi et enchanté du coup d'être sur mon premier podcast. En vrai, c'est le premier en tant qu'invité. Génial. Donc merci infiniment pour ça et du coup j'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous amener tout ça. Super. Eh ben, écoute, avec toi, on va parler d'éducation financière, de pédagogie financière, ce qui rejoint aussi le conseil, ce qui montre que les créateurs de contenu sont tout à fait complémentaires des conseillers en gestion de patrimoine et des conseillers en investissement financier. Un vaste sujet qui bouge beaucoup. C'est aussi pour ça qu'on a choisi un invité comme toi, avec qui on travaille depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et c'est vraiment quelque chose d'important qu'on veut aussi passer au travers de ce podcast sur les modalités d'information et de pédagogie. Et ce podcast est préparé avec l'agence TSMF Tout sur mes finances. Mon podcast patrimoine, saison 2, épisode 6, c'est parti. Alors Anto, un constat qu'on fait assez souvent ou qu'on entend dire, c'est que les Français n'ont pas d'éducation financière. Est-ce que tu partages ce constat? Quel est ton avis là-dessus? Je dirais que oui, si vraiment on regarde entre guillemets les stats, effectivement aujourd'hui il y a un manque en tout cas d'éducation financière. Je ne sais pas si vraiment il n'y a pas d'éducation. C'est plus, on le sait en France, l'argent c'est quand même un sujet qui est très tabou, on en parle très peu. Ça tend à se démocratiser aujourd'hui de par tout ce qu'on essaye de faire dans ce milieu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un réel manque en tout cas d'éducation parce qu'on pense souvent que c'est compliqué en fait de gérer son argent. Ouais. Et on préfère rester sur des petites choses qu'on arrive à comprendre comme le livret A par exemple. Et alors qu'au final, avec de bonnes infos et une bonne éducation aussi, pas forcément quelque chose de très poussé, on peut déjà commencer ne serait-ce qu'à investir ou diversifier son patrimoine. Donc je pense que oui, mais ça tend à s'améliorer aujourd'hui de par tout ce qui est en train aussi d'émerger sur les réseaux sociaux, grâce à ton contenu, le podcast, mon contenu et aussi d'autres contenus que font d'autres créateurs de contenu sur ce domaine-là. Oui, alors souvent ce qu'on entend, c'est comme c'est pas enseigné à l'école, du coup ça rentre pas dans l'éducation. Quelque part, si ça faisait partie du package, ce serait assez naturel. Je sais pas si dans les pays anglo-saxons ils ont ça à l'école, mais on sent qu'ils sont plus à l'aise avec ces sujets financiers. Oui, surtout les États-Unis. Voilà. En fait, c'est ancré vraiment dans leurs mœurs. Ils ont l'habitude de faire ça et c'est des vrais sujets. Et c'est peut-être moins tabou globalement les sujets d'argent, alors que tu as tout à fait raison. Et quand on parle de gestion de patrimoine, souvent on explique qu'on est au croisement de deux tabous, l'argent, et quand on parle de transmission et de succession, la mort. Donc le mélange des deux fait qu'avant de démarrer les discussions, ça peut être un peu compliqué. C'est vrai. Mais tu as raison, il y a cette notion de tabou qui empêche peut-être d'y aller et de se dire, comme tu le disais aussi, c'est compliqué. Alors que, comme tu l'indiques, si on a les bonnes informations, avec les bonnes sources d'informations, et là il faut effectivement être sélectif, C'est ça. et si on est bien accompagné, au global, avec du bon sens, on s'en sort très souvent. Alors, ça ne veut pas dire tout seul, mais on s'en sort très souvent en comprenant ce qu'on va faire. Et c'est un point qui est quand même important parce qu'il faut être sûr d'avoir compris dans quoi on veut investir. Et on le dit souvent, n'investissez pas dans ce que vous ne comprenez pas. C'est généralement pas bon signe. C'est la base. C'est la base. Je pense qu'on en reparlera, mais moi, dans mon ancien métier, c'est ce que je finissais toujours un rendez-vous en disant, voilà, est-ce que vous avez compris
ce que je vous ai expliqué, sur quoi vous souhaitez qu'on investisse. Et si le client me disait non, je refusais de faire, entre guillemets, la souscription du placement. Je préférais reprendre un rendez-vous pour qu'il puisse recomprendre parce que, en fait, souvent, ça va créer tout simplement de la frustration et que ça ne va pas être bénéfique, que ce soit pour lui ou pour moi. Donc, je préférais vraiment apporter cette éducation plutôt que d'essayer de courir, entre guillemets, au business parce qu'il y a un besoin. Et je rebondis juste sur le fait d'en mettre à l'école. Je pense que ça pourrait être intéressant. Moi, je suis de 93. À l'époque, on avait des cours d'éducation civique. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'ajouter quelques heures, pas forcément toutes les semaines, mais je sais pas, de me dire qu'en troisième ou en terminale, par exemple, de dire, bah voilà, quelqu'un dont c'est le métier, une personne peut-être comme toi ou d'autres, viennent donner juste une intervention dans des classes de terminale en disant bah voilà, on vous explique, mais juste le basique en fait, vraiment des trucs très classiques. Je pense que ça pourrait être vraiment bénéfique en tout cas, ne serait-ce que pour la suite, parce qu'un mauvais démarrage financier, et je l'ai déjà vu, c'est quelque chose que tu peux suivre très longtemps. Ouais, et qui t'empêche de faire quoi que ce soit parce que tu as un peu pris un traumatisme là-dessus. Ouais, donc effectivement, à l'instar des cours d'éducation civique, présenter comment gérer un budget même basique pour un projet, pour quelque chose qu'on veut s'offrir, et derrière, avec le surplus qu'on peut avoir, éventuellement investir ou épargner, ça paraît être du bon sens. Donc, je pense que ça participe de l'échange collectif d'aborder aussi ces sujets-là. Il y a un point qui revient aussi dans les constats, c'est que, en tout cas ça c'est factuel, les Français épargnent beaucoup. Ce sont vraiment de gros épargnants. 18% du revenu disponible est épargné par les Français. Et pour autant, ils sont faibles investisseurs. C'est-à-dire qu'ils investissent très peu sur les marchés en se disant c'est trop risqué. Alors, je parle des marchés financiers parce que sur l'immobilier, les Français sont plutôt souvent... C'est vrai qu'il y a un ancrage. Voilà, il y a une brique ou un parpaing dans le ventre et on aime l'immobilier en France, mais sur l'investissement financier, on a l'impression qu'on est à la traîne des États-Unis, des Anglo-Saxons en général. Qu'est-ce qui explique ça, à ton avis, de ton parcours et de ce que tu connais ? Je pense une certaine peur. En fait, la nouvelle génération tend à s'améliorer sur ça et chercher de l'investissement, je le vois. Mais c'est vrai qu'une autre génération a encore un peu ses craintes. À l'époque, je pense que le métier de banquier était un peu mal vu parce qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas ultra bien faites ou peut-être mal expliquées ou peut-être mal compris. Donc souvent, quand on discute avec ne serait-ce que des grands-parents ou autres en disant bah, « tiens, je vais investir un peu en bourse », ils vont tout de suite prendre peur en disant « ah non, moi j'ai perdu des sous ». Je pense qu'il y a eu pendant une certaine période des mauvais conseils ou peut-être des mauvais moments où il y a du coup ce truc-là qui est encore ancré, qui a du mal. Ils ont du mal à sortir de ça. Donc effectivement, il y a beaucoup d'épargne. On le voit, les livrets A, ils ont collecté comme jamais. C'est en train un petit peu aujourd'hui du coup de faire un peu sens inverse parce que ça a baissé là, le taux maintenant à l'heure à laquelle on filme, il est à 1,5. Donc aujourd'hui, les Français, ils ont quand même envie d'aller chercher un petit peu de rentabilité ailleurs. Et il y a une tendance qui est quand même en train de s'ouvrir sur aller chercher de l'investissement. A contrario, le premier placement et le placement préféré des Français reste quand même le contrat d'assurance vie, mais qui reste sur du fonds, au final, euro. Oui, un peu. Donc c'est du sécuritaire. C'est ça, un peu l'équivalent d'un livret A, mais en placement, assurance. Ouais. Parce que le livret A, le plafond, il est quand même, peut être facilement accessible, 22 950 €, alors qu'un contrat d'assurance vie, on peut en mettre ce qu'on veut. C'est vrai qu'ils ont du mal aujourd'hui à aller chercher une certaine diversification, donc je pense qu'il y a un travail à faire sur, on en revient au fondement, sur l'éducation, expliquer que le risque peut être maîtrisé en fonction du profil. Ouais. On n'est pas obligé de partir tout de suite sur la bourse ou des crypto-monnaies. On peut rester sur des choses, mettre un premier pas dans l'investissement et pour se familiariser, voir comment on gère aussi ses émotions. Et c'est quelque chose qui est important aujourd'hui, je pense, en tout cas sur ça. Et je rebondis juste sur l'immobilier. Je pense aussi que ça, c'est très dans les mœurs parce que l'immobilier, on disait toujours, bah voilà, faut être propriétaire. La propriété en France, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Ouais. Donc c'est pour ça que je pense que le fait de faire de l'immobilier, c'est tout de suite ce que le Français va penser avant même de faire de la diversification sur des actifs type bourse ou autre. Ouais.
Et effectivement, dans les grandes habitudes ou les phrases un peu toutes faites, oui, d'abord un toit sur la tête avant de... C'est ouais. ça. Alors évidemment, un toit sur la tête, c'est mieux. On n'est pas obligé d'être propriétaire tout de suite. Et d'ailleurs, c'est pas évident C'est vrai, aujourd'hui, vu les c'est dur, conditions hein. de marché. Donc, il faut peut-être pas, entre guillemets, utiliser toute sa capacité sur le fait de devenir propriétaire immobilier. Et tu as raison, hein, ça se base aussi sur des peurs ou des habitudes qui ne se changent pas comme ça prend des générations. Et Ouais. comme tu le disais aussi très justement, les nouvelles générations viennent un peu bousculer tout ce qui est établi. Et c'est bien, parce qu'il faut se faire challenger, hein. Moi, j'ai plutôt maintenant, je suis plutôt du côté des anciens, on va dire, avec un regard toujours très curieux sur ce qu'apportent les nouvelles générations, et les générations notamment qui vont, toi, te suivre comme créateur de contenu, et sur lesquelles, si on arrive avec des recettes toutes faites de l'ancien monde, hein, si je m'inclus là-dedans, effectivement, on ne va pas forcément se comprendre tout de suite. Il y a un point commun, quand même, c'est qu'on est assez convaincu que investir sur les marchés boursiers, c'est quelque chose qui donne de la capacité de performance, de rendement sur le long terme. D'ailleurs, sur plus de 30 ans, sur du long terme, aucune classe d'actifs ne fait mieux que les actions, même Ouais. le meilleur immobilier qu'on imagine en termes de marché. Donc, ça paraît dommage, à minima, de ne pas du tout utiliser ce levier de performance sur les actions. Toi, d'ailleurs, c'est quelque part ce qui te fait connaître auprès du grand public, hein, avec le contenu, tous les contenus que tu Oui. réalises, et notamment tes lives, hein, tous les matins, 2 heures, hein, c'est ça, C'est ça, 2 heures de environ live. 1h30, 2 heures en fonction de l'actualité. Voilà, S'il y a donc, des choses un peu plus croustillantes, comme là actuellement, quand on tourne, il y a le conflit au Moyen-Orient qui ouais. prend beaucoup d'ampleur. Donc forcément, Et, c'est une actualité qui est chaude pour les marchés. et effectivement, Et toi, tu surfes cette vague-là tous les matins avec du décryptage, etc. Ça peut concerner tout le monde, mais pour autant, est-ce que tu penses qu'investir en action, c'est fait pour tout le monde? je pense pas, je vais être honnête, je pense pas que c'est fait pour tout le monde parce que déjà, il faut tout pour faire un monde. Ouais, bah, Non, mais en fait, t'as c'est pas raison. fait pour tout le monde parce que une personne qui aujourd'hui ne veut pas prendre de risques et elle a envie de se forcer, admettons, elle sait qu'il faut potentiellement qu'elle investisse, etc. Elle entend parler des marchés financiers, elle se dit, ok, je vais essayer d'investir. Mais si au fond d'elle, c'est une personne qui a beaucoup de mal à gérer ses émotions, ça va pas être fait pour elle parce que en fait, elle va être stressée, elle va repenser à son placement, elle va se dire que c'est pas une bonne idée. Et en fait, au final, ça va pas matcher. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des profils, il y a une multitude d'investissements. Il y a effectivement la bourse, mais aussi d'autres possibilités d'investissement beaucoup moins volatiles, en tout cas, que les marchés, pour des personnes qui auraient du mal à gérer ces émotions. Moi, c'est ce que je dis souvent, justement dans les lives, quand il y a des grosses fluctuations, mettez vos émotions de côté. En fait, quand on investit, il faut être pragmatique. En fait, il faut réfléchir avec sa tête et pas avec ses émotions. Alors après, c'est vrai que c'est compliqué. Oui. Quand on peut ouvrir, par exemple, son portefeuille, et, notamment comme actuellement, et voir tout dans le rouge, on dit qu'est-ce qu'on fait? Mais au final, déjà, c'est en temps de crise qu'on fait éventuellement les meilleures opérations. On l'a vu pendant, par exemple, les droits de douane de Trump. Hein, la plupart des actions se sont effondrées. Et, même pas un mois après, tout avait repris. Ouais. Donc indirectement, c'était un bon investissement d'injecter de l'argent. Et je pense que là, ça fera pareil pour le conflit qu'on est en train de traverser. Et comme tu le disais, historiquement parlant, sur 30 ans, rien ne fait mieux, en fait. Donc pourquoi se priver de ça, surtout si on a un horizon long terme? Donc les actions, c'est pas fait pour tout le monde, parce que il y a aussi pour rebondir sur ce que je viens de dire, il y a aussi un horizon de placement long terme. C'est effectivement sur du court terme. Je ne suis pas certain que ce soit la classe d'actifs la plus intéressante. Donc, si quelqu'un souhaite préparer sa retraite, il a 60 ans, il sait que il a envie de créer quelque chose. Ce n'est pas forcément quelque chose que je vais recommander, quoi. Oui, tu as raison. L'horizon de placement, hein, et la durée de détention minimale, il faut qu'elle soit un petit peu corrélée, parce que effectivement, alors si tu as de la chance et tu investis pendant 3 ans et tu as 3 ans de hausse, comme ça arrive, hein, Oui. c'est super. Si tu n'as pas de chance et que tu es une 4e année où là, ça fait -20, parce que ça peut faire ça, les marchés boursiers, et que tu avais mis 100 et que tu te retrouves avec 80 au moment de partir à la retraite, tu démarres ta retraite en étant un petit peu moins content. Et effectivement, ça fait partie des choses qu'il faut avoir en tête et je pense qu'on ne répète jamais assez. Surtout Exactement. quand on est sous pression émotionnellement et qu'on peut perdre le fil de ce côté pragmatique et très bon sens paysan ou urbain, à se dire
Ok, mais attends, si j'analyse le truc froidement, que j'imagine en gros que c'est pas mes sous, est-ce qu'il faut que je bouge? Est-ce que c'est grave? Alors, c'est gênant si on n'a pas du tout de marge de sécurité à côté, Bien etc. sûr. Ce qui peut arriver, mais c'est là où toi, tu le rappelles toujours, et nous aussi, quand on investit, entre guillemets, il faut se dire c'est de l'argent que je suis prêt à perdre, Exactement. même Ça, si je le c'est pas mon répète, objectif. Ouais. et je le répète tous Tous les jours, tous les oui. jours en live. Hein. Faut pas se lancer avec. Moi, des fois, j'ai des questions sur les lives où j'ai des jeunes qui viennent, qui me disent ah tiens, est-ce que c'est une bonne idée de prendre mon prêt étudiant avec un taux du coup extrêmement bas, voire limite zéro dans certains établissements, pour les injecter en bourse. Moi, systématiquement, ma réponse c'est une folie en fait de faire ça parce que aujourd'hui, s'endetter pour aller sur les marchés financiers, qui est un produit, des investissements très volatiles. Ça peut être catastrophique pour le jeune. Donc moi, j'essaie vraiment de véhiculer ce truc-là, de dire non, c'est de l'argent que tu n'as pas, pourquoi tu veux l'investir? Investis de l'argent exclusivement que tu es prêt à perdre. Cet argent-là, ça ne doit pas mettre en péril ta situation actuelle. Voilà, c'est si tu peux investir que 50 € par mois, c'est déjà très bien. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a trop peut-être de concours à l'investissement, c'est-à-dire celui qui va investir le plus. Déjà, c'est très bien. Il faut comprendre, pour reprendre les stats, la plupart des Français n'investissent pas. Il y en a une grosse majorité du coup qui épargnent. Donc si juste tu investis 50 €, tu fais partie déjà de la minorité des Français qui investissent. Ouais. Donc c'est déjà très bien. Ouais. C'est mieux que 90% des Français. Ouais, c'est vrai. Et c'est un premier pas qui ensuite peut permettre de se familiariser un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Autant tu peux avoir une mauvaise expérience qui va te laisser complètement crispé, autant le fait de dire bah tiens, j'y suis allé petit à petit, finalement ça se passe pas si mal, voire même c'est super intéressant. Et pour autant, on n'est pas obligé de s'intéresser au sujet. Mais si en plus on développe un peu de curiosité, c'est un domaine sans fin. Et d'ailleurs, toutes les professions qui communiquent, éduquent, conseillent, sont sur on va dire une matière qui est infinie. Et tant mieux pour ces métiers-là, à condition qu'ils soient bien faits et qu'on se repositionne toujours sur le long terme. Soit c'est passionnant. Je pense que les gens qui font ça de manière réfléchie, qui se lancent dans les investissements via différents produits, assurance vie, PEA ou contrats d'assurance vie et d'autres, notamment pour le marché action, commencer ne serait-ce qu'avec un peu de capital, voilà, 50, 100 €. Aujourd'hui, il y a des opportunités d'investissement très faibles, ne serait-ce que via des ETF ou même des petites actions. Commencer comme ça, je préfère que la personne se prenne une petite gamelle parce qu'elle a eu un excès de confiance avec 50 € que 1000 ou plus. Parce que souvent, des fois, les gens ils voient tout de suite gros montant, donc potentiellement grosse plus-value. Mais quand on arrive dans de l'inconnu, dans des choses qu'on ne maîtrise pas encore totalement, il faut y aller de manière très progressive et surtout pas griller les étapes parce que ça reste de l'argent. Et l'argent, c'est tellement difficile à gagner alors qu'en un claquement de doigts, tu peux tout perdre. Tout à fait. Donc je me dis, il faut vraiment aujourd'hui être très réfléchi quand on fait quelque chose, surtout qu'on le voit, les marchés sont de plus en plus volatiles. Avant, on avait quand même des périodes qui étaient assez sympas. Là, un simple tweet de Donald Trump peut faire chavirer le marché, en fait. Donc ça, il faut aussi en être conscient aujourd'hui que ça a un peu changé. Je ne sais pas si toi, tu as remarqué un peu ça, mais je trouve un petit peu que c'est... Il y a un effet alors, moutonnier sur les marchés qui a toujours existé. Il y a deux caractéristiques, c'est que les marchés sont assez irrationnels, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure sur les émotions, et moutonniers. Donc quand il y en a un qui part et qu'il y a une tendance qui se construit, tout le monde va suivre pour dire je ne veux pas être le dernier qui loupe le truc. Avec les effets de concentration, notamment avec les investissements en ETF, avec les indices, les modèles algorithmiques, où en gros ça traite d'énormes volumes en très peu de temps, et tous les outils informatiques permettent de traiter les choses en quelques millisecondes, effectivement, ça concentre très fort les mouvements haussiers ou baissiers. Et on le voit, quand c'est haussier, c'est vrai qu'on s'interroge moins dessus, on se dit, bah, c'est super, tant mieux, ça monte super fort. C'est cool. Voilà. Quand ça part à la cave et que ça fait très très mal, effectivement, ça peut enfoncer encore plus le clou et faire beaucoup plus mal à un petit investisseur particulier comparé à des investisseurs institutionnels ou des gros établissements. Qui sont habitués, qui ont des ressources à allouer pour rattraper le truc, parce que c'est des professionnels. Bien sûr. Mais quelqu'un qui est là, qui essaye, entre guillemets, de boursicoter, même si j'aime pas trop le terme, lui, il aura peut-être pas suffisamment ses reins solides là pour dire, mais en fait, c'est pas grave. J'ai un horizon de placement sur 15 ans.
quoi qu'il arrive, Ouais. je sais que ça va remonter. Ouais. Parce que moi, c'est ce que je dis souvent aussi dans les lives, c'est investir par exemple dans un ETF monde. Bah, en fait, si tu penses que le monde entier ne fera pas de croissance pendant 10 ans, bah n'investis pas. Mais c'est thématiquement impossible en fait que le monde ne fasse pas de croissance en fait pendant au moins 15 ans. En tout cas, Donc il peut y avoir des années un peu plus faibles Bien que sûr, d'autres, ce qui bien est sûr. normal. Mais globalement, quoi qu'il arrive, le monde fera de la croissance. Il y a toujours des nouvelles entreprises, toujours des entreprises qui vont innover, qui vont croître, etc. Donc il y aura toujours au final, selon moi, de la croissance. Donc il faut simplement être voilà, judicieux et pas aller au-delà de ce qu'on est prêt à supporter, Ouais. tout simplement. Faut être très posé, très rationnel, même si effectivement, dès qu'on commence à investir, on est tenté de regarder, d'être peut-être euphorique si on voit une grande hausse, d'être ultra pessimiste et de vouloir tout arrêter si ça Ouais. part à la baisse. Alors pour quelqu'un qui se dit, tiens, allez, je me lance, je n'ai pas encore investi, j'ai une petite somme de côté où je vais investir tous les mois, qui est quelque chose qui revient assez souvent en disant, voilà, c'est $1, tous les mois, je vais investir un petit peu sur les marchés boursiers. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Comment tu dis, pour commencer, pour te lancer, commence par faire ça. Tu lui dirais quoi? Bah, si vraiment on veut reprendre les bases, déjà de construire une épargne de précaution. Mais si Ouais. la personne a déjà une petite somme, etc., pour moi, le meilleur produit aujourd'hui qui est disponible en France exclusivement, c'est le plan épargne en action, le fameux PEA, Ouais. qui est aujourd'hui, voilà, qui commence à être quand même assez connu. Je trouve que c'est un produit qui est très intéressant, parce que tu as un avantage fiscal au-delà de 5 ans, qui est non négligeable, parce qu'on connaît la fiscalité en France qui est quand même assez lourde. Donc tu as une exonération d'impôt sur tes plus-values, donc c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, il y a une accessibilité aux investissements qui n'existait pas, par exemple, à ton époque. Ouais, tout à fait. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, on peut investir sur un ETF monde ou un S&P 500 pour quelques dizaines d'euros. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a des ETF swap à 5 euros et quelques. C'est-à-dire qu'avec 5 euros, tu investis dans les 1500 plus grosses capitalisations boursières au monde, enfin entreprises mondiales. Aujourd'hui, je trouve que le sujet de l'argent, enfin pas de l'argent, mais le sujet de j'ai pas d'argent à investir, je pense que tout le monde a au moins 5 ou 10 euros à investir aujourd'hui sur quelque chose comme ça. Et puis il y a plein d'institutions en ligne où on peut ouvrir des PEA à moindre frais et sur lesquels on peut investir des petits montants sans se faire arracher effectivement par les frais. On en parlera peut-être, mais c'est vrai que les banques traditionnelles aujourd'hui sont un peu dépassées sur ce système. Mais pour moi aujourd'hui, c'est juste voilà, quelqu'un qui veut se lancer. L'ETF, je trouve que c'est un très bon moyen parce qu'en gros, pour faire très simple, un ETF, c'est un panier d'actions. Donc c'est naturellement diversifié. Il y a plein d'entreprises dedans. Ça évite d'être exposé à une seule et même entreprise. Et si jamais elle fluctue, il y a des mauvais résultats, voilà, tu as toute ta ligne qui chute. Alors que l'ETF, tu peux avoir une entreprise qui n'est pas très bien, mais si je reprends le monde, bah, tu as 1500 autres entreprises qui sont là et qui font du business. Donc voilà, en fait, c'est complètement dilué. Donc je trouve ça intéressant pour commencer à se familiariser, comprendre ne serait-ce que les ordres aussi. Voilà, un ordre au marché, cours limité, ce genre de choses. Ouais, t'as raison. C'est important d'essayer, de comprendre. Et puis, et une fois qu'on a fait un petit peu ses armes avec ça, de chercher un peu plus d'informations, d'éducation auprès de personnes comme toi, moi et d'autres créateurs. Et ensuite, peut-être avoir des convictions plus fortes et aller sur des entreprises qu'on aime. Voilà, des entreprises du CAC ou des entreprises européennes. Parce que c'est un peu le sujet du PEA, c'est qu'on peut investir que sur le marché européen. Ouais. Donc si on veut aller chercher du Apple ou du Google, ça ne sera pas possible. Ce sera dans une autre enveloppe. Exactement. Mais je te rejoins complètement, c'est une très belle enveloppe, le PEA qui existe depuis 1992, donc c'est effectivement bien de mon époque, mais à l'époque, c'était beaucoup plus limité, il fallait investir sur des lignes de titres, l'accessibilité n'était pas forcément au rendez-vous. Là, aujourd'hui, tout est à portée de main. Et aussi bien les sous-jacents, les produits, les placements, que les outils qui permettent de le faire. Et c'est vrai, quand tu regardes l'ergonomie des applis mobiles pour investir, moi, je trouve ils ont fait un boulot de fou. C'est excellent, c'est très gamifié. C'est même trop facile. Oui, alors, ça peut être un point, mais c'est là où je pense que tu as raison. Hein. Le côté trop facile, c'est là où il faut aussi parfois se raisonner en se disant « Oh là là, je suis en train de m'enflammer. Ça, je ne l'aurais pas fait si je m'étais posé 5 minutes. Je vais éteindre le truc et m'y remettre plus tard. » Et c'est là où je pense qu'il y a un rôle à jouer dans les personnes dont c'est le quotidien. Parce que quand tu es investisseur et que ce n'est pas ton quotidien, il y a des choses que tu vois ou que tu ne vois pas et qui peuvent t'emmener peut-être pas là où tu veux aller. Nous, dans notre quotidien, on est parfois même implicitement en connaissance de certaines choses.
Et si on voit quelqu'un qui nous pose la question, on dit ah ouais, non, là c'est la base de. Mais comment l'investisseur, qui n'a pas forcément une expérience, sait que c'est la base de faire ceci ou de ne pas faire cela. Et je trouve que nos métiers sont très complémentaires, hein, dans le sens où, comme je le disais dans l'intro du podcast, la pédagogie, c'est la base du conseil. C'est ça. Si tu veux bien conseiller, il faut d'abord bien expliquer et qu'entre les deux, la personne que tu as en face ait bien compris, parce que sinon, on part sur les mauvaises bases. Toi, comme créateur de contenu financier, donc quelque chose de très spécifique avec de la technique derrière, c'est quoi la valeur ajoutée que tu penses donner, apporter, et que les créateurs comme toi peuvent apporter aux internautes, aux abonnés, à ta communauté? Et plus de 30 000 abonnés dans ta communauté, c'est quand même sacrément bien. Ouais, sur YouTube. Tu t'es lancé depuis moins de 2 ans, hein, on reviendra sur ton parcours. Tu as quand même, entre guillemets, une voix qui porte. C'est quoi la valeur ajoutée que tu incarnes ou que tu as envie de passer à ta communauté? Moi, principalement, j'essaye de vulgariser tous les termes financiers. En fait, parce que, alors nous, dans notre jargon, on baigne dedans, donc on sait ce que c'est un PRU, donc un prix de revient unitaire. Quand on parle d'investissement avec des termes techniques, on connaît parce qu'on se baigne vraiment littéralement là-dedans. Moi, j'essaye vraiment d'apporter de la vulgarisation en me mettant à la place d'une personne qui a jamais entendu parler de marché financier, dont c'est pas le métier, mais qui a cette curiosité. Donc, je me dis, OK, quel mot familier je pourrais employer pour qu'ils comprennent à son niveau? Et ce n'est pas de question de minorer ou péjoratif, c'est juste que c'est normal. Moi, je ne suis pas plombier. Mon plombier veut m'expliquer un truc. J'ai envie qu'il me parle comme un gamin, en fait. Ouais. Donc, c'est ce que j'essaye un petit peu d'apporter. Je suis quelqu'un de très cash et aussi de très transparent avec ma communauté. Ouais. Donc, une question qui revient aussi beaucoup, c'est souvent c'est quand vendre. Tu vois, c'est quand est-ce qu'on vend une action. En fait, moi, j'en sais rien. Quand est-ce qu'on vend une action indirectement, parce que c'est très compliqué de dire, tiens, quand est-ce que tu vends. Donc, ça dépend de tout à chacun. Mais aujourd'hui, j'essaye vraiment d'apporter en tout cas cette voix tous les matins, du coup, sur mes lives et puis aussi sur des contenus plus longs, sur des vidéos thématiques, pour en fait vulgariser tout ce domaine qui. Je pense quand même qu'il y a un petit conglomérat de personnes qui ont voulu créer un vocabulaire très compliqué pour venir expliquer des trucs qui sont très très simples. Ouais, ça fait un peu écran de fumée en disant t'inquiète, je suis le spécialiste. Exactement, c'est ça. Et ça, tu as raison, hein, je rebondis juste sur ce que tu dis. Tu te tracasses pas avec ça. Ouais, ça c'est mon métier et ça met une distance et ça met une hiérarchie entre le client, dont c'est l'argent, l'investisseur, et celui qui lui donne des conseils. Et ça, c'est vrai que, alors nous, dans notre ADN, on s'était donné ça comme point de départ, c'est de dire on parle d'égal à égal, c'est-à-dire que tant que la personne qu'on a en face de nous dit là-dessus je comprends pas, ou là vous m'avez sorti un mot de jargon impossible, c'est qu'on n'a pas bien fait notre travail. Ouais. Et effectivement, la vulgarisation, alors vulgariser, ça peut être vu comme vulgaire, évidemment, ça n'a rien de condescendant. Non, du tout. Et tu as raison, moi je suis comme toi, la plomberie, ça me parle pas, et si mon super plombier m'explique des trucs dans son langage quotidien à lui, j'ai bien peur de ne pas avoir plus compris avant qu'après. Mais c'est normal, c'est pas notre métier. Et je suis d'accord, là on ne fait pas de la chirurgie neurologique. Si on explique la mécanique, en expliquant voilà comment ça fonctionne, tu expliquais tout à l'heure les passages d'ordre, c'est vrai que le timing en bourse c'est important, et l'ordre va se déclencher en fonction de la nature que tu vas lui donner. C'est des points en bourse. Si tu connais pas ça, c'est comme si tu dis je monte dans la voiture mais je sais pas où est la pédale d'accélération et le frein. Et donc cette vulgarisation, j'aime bien le terme parce que justement, alors on entend beaucoup en ce moment parler de démocratisation. Oui. Moi ça me fait sourire. Après, il y a du politiquement correct. Voilà, on démocratise tout. C'est ça. Mais la vulgarisation c'est tout aussi bénéfique, et je pense que tu as raison. Il faut pas avoir peur de dire expliquer moi ça comme à un enfant de 6 ou 7 ans. Et de la même manière, dans mon métier, je vais le faire, non pas en disant t'es pas assez intelligent pour comprendre, mais justement, c'est même pas ça le sujet. Hein. Non, c'est accessible. Exactement. À qui est curieux, effectivement. Tu as raison sur la notion, et c'est là aussi où ça nous rejoint. On en reviendra en parlant de ton parcours, parce que c'est pas forcément une matière qui parle à tout le monde. Je peux tout à fait comprendre. On a d'ailleurs plein de clients qui nous disent ça m'intéresse pas et j'ai pas envie d'apprendre, mais pour autant j'ai des sommes qui dorment, il faut quand même que j'en fasse quelque chose. Et c'est là c'est le premier déclic, hein. Bien sûr. Déjà, ça c'est très très bien déjà d'avoir ce premier déclic-là auprès des gens. Moi c'est pareil, des fois dans les lives, il y en a qui me disent, voilà,
j'ai réussi à capitaliser X euros, ou je sais que de par maintenant les informations qu'ils ont pu obtenir sur des réseaux auprès d'autres créateurs ou même moi, de dire ok, c'est vrai que laisser son argent sur un livret A, c'est peut-être pas forcément l'idéal aujourd'hui, avec l'inflation, avec la baisse aussi du taux de rémunération. Est-ce qu'il y a mieux? Donc juste déjà de se dire, ok, je vais commencer à être curieux et voir qu'est-ce que je peux faire avec mon argent. Là déjà, c'est le début c'est le début comment dire, de l'investissement, on va dire. Ouais. C'est vraiment pas déjà... le début des ennuis, hein. C'est Non, le début. justement, c'est pas le début des ennuis, mais c'est déjà... Mais des questions. Tu gagnes en Ouais, fait déjà. bien sûr. C'est ça, et tu as commencé déjà à Bien gagner. sûr. C'est comme quelqu'un qui dit qui veut jamais parler de ses problèmes, par exemple financiers. Par exemple, quelqu'un qui est un peu en galère, etc. Il a gagné, et il s'en sort à partir du moment où juste il en parle. Ouais. C'est à partir du moment où on a accepté d'en parler, déjà on va s'en sortir. Ouais. Exactement. Et bien là, c'est un peu pareil. Une fois qu'on a le déclic de se dire, ok, je vais m'enseigner, c'est déjà un bon début. Et là, tu as déjà mis le pied dans l'engrenage pour justement te lancer dans les investissements. Et au final, tu ne trouveras que des choses bénéfiques. Voilà. Si tu as les bonnes sources d'informations, tu as un bon suivi et que tu arrives vraiment cette histoire d'émotion, il y aura gérer aucune tes surprise. émotions. Ouais. Oui, parce que c'est comme tout. Hein. Et c'est pareil. Dire sur du long terme, il n'y aura jamais de crise, ça n'est pas possible. Non. Donc, on va traverser des De toute crises. façon, on n'est pas Il des va falloir magiciens. les gérer. Ouais. Exactement, Tout c'est à ça. fait. Et puis toi, Émotionnellement. c'est ton job au quotidien, c'est de gérer. Tu me disais que là, tu as beaucoup d'appels actuellement par rapport à ce qui se passe, ce qui est normal. Donc, je pense que tu dois rassurer. Ah oui, moi, je le faisais aussi avant. C'est le premier point. Voilà, Ouais. et arbitrer, voilà, dire voilà, on va sécuriser les choses. Ouais. Et c'est important, je pense, aujourd'hui, d'avoir aussi cet aspect-là. Mais sauf que quand on n'est pas forcément accompagné ou autre, on peut rapidement faire des bêtises de par les émotions, de dire ok, c'est bon, je vends tout. Et puis, là, on a une mauvaise expérience. En et après, le problème, c'est qu'une personne qui a une mauvaise expérience, bah, ça démultiplie. Après, on le sait. Hein. Et je pense que le facteur premier, c'était ça. Tu vois, c'est des personnes qui ont essayé d'investir, qui n'ont pas forcément eu les bonnes méthodes, qui ont une mauvaise expérience. Et après, ça a démultiplié, ne serait-ce que dans la famille. Oh non, fais pas ça. Moi, en j'ai disant rideau, ça, c'est pas pour nous, c'est pas pour moi, donc faut pas y toucher, sinon on se brûle. Ouais. Et ça aide beaucoup. Hein. Je reprends juste un peu les sujets 30 secondes d'avant, mais la sphère familiale, il joue énormément sur l'éducation financière, en fait. Si on est dans une famille où l'argent, c'est pas un tabou, on en parle quand ça va, on en parle quand ça va pas, on investit pour son enfant ou quoi aux caisses, l'enfant et la personne en grandissant aura déjà ce mindset, en fait. Ouais. Donc il saura que l'argent, en fait, c'est pas tabou. Oui, c'est un sujet de la vie, comme d'autres, et on ne va pas naître avec une capacité à le faire plus ou moins bien. Alors, il y a des gens qui ont du talent, mais comme dans tous les domaines, évidemment. Mais il y a de l'inné, il y a de l'acquis, effectivement. Et tu as raison, hein, la sphère familiale, c'est quand même là où tout se passe en termes de projet de vie, et aussi d'éducation au sens large, dans les choses qu'on va apprendre avec son expérience, ou les choses sur lesquelles, s'il y a un tabou, on ne va pas en parler, donc c'est plus compliqué d'apprendre. Et si on en parle librement, finalement, on se rend compte que ce n'est pas dramatique. Ouais, on a planté un investissement, ça peut arriver, c'était sur une petite somme, entre guillemets, c'est pas grave. Et d'ailleurs, dans le questionnaire profil investisseur qu'on est tenu de faire remplir aux clients, il y a une question qui dit avez-vous déjà subi des pertes financières? Oui, non. Et si tu mets oui, tu as qu'avez-vous fait? J'ai tout vendu, j'ai attendu ou j'ai réinvesti. Et le fameux j'ai réinvesti, donc comme tu disais tout à l'heure, opportunité, hein, baisse des cours et donc prix d'achat plus faible, j'ai réinvesti, on le voit très rarement. On voit très souvent j'ai patienté, ce qui est déjà pas mal. Oui, exactement. Mais le j'ai réinvesti, on sent que c'est pas dans la fibre naturelle des clients patrimoniaux. Maintenant, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, chaque cas est spécifique, est unique et il faut à chaque fois se remettre en situation de comprendre ce que veut l'investisseur ou de ce qu'il ne veut pas, quand parfois c'est plus simple de l'expliquer de cette manière-là. On a pas mal parlé action, mais et tu le disais aussi, on a beaucoup de choix en France. C'est une chance, hein, alors. C'est une chance si on sait aussi être sélectif, si on est accompagné ou si on se sent à l'aise et curieux. Rien que le PEA est une chance aussi. Hein. Oui, non, mais c'est vraiment entre guillemets un placement très bien pensé pour aller vers les actions. Mais il n'y a pas que les actions. Est-ce que tu t'intéresses à d'autres classes d'actifs aujourd'hui sur le marché ou
des anciennes qui gagnent à être réhabilitées, des nouvelles qui sont peut-être mises de côté parce que vues comme exotiques. C'est quoi, toi, les classes d'actifs qui te parlent? Bah, moi, je parle. Alors, il y a plusieurs enveloppes et aussi des classes d'actifs. Donc, bon, la bourse, on en a parlé. Après, j'aime bien aussi, moi, tout ce qui est immobilier. Ouais, Immobilier. Mais souvent aussi, quand on parle d'immobilier, on pense immobilier de posséder quelque chose. ouais, Mais il y a aussi physique. l'immobilier SCPI, Ouais, immobilier papier, qui revient très fort, qui mérite, selon moi, d'être un peu plus mis en avant, d'être aussi un petit peu dépoussiéré. Parce qu'on entend aussi beaucoup parler du crowdfunding immobilier qui mm, est complètement différent en fait. Il y a beaucoup de gens qui font une comparaison entre les deux, oui, c'est mais pas c'est la pas même chose. comparable en Ouais, fait. ouais, Voilà, pas c'est du tout. Ouais. clairement pas la même Mm, chose. mm. Donc il faut toujours comparer ce qui est comparable. Après, j'aime beaucoup aussi les matières premières, surtout comme en ce moment où Ouais. on voit que Il y c'est a des de la valeurs matière qui restent, voilà, à qui conseil. Ouais. sont refuges. Et parce qu'en fait, c'est aussi intéressant. Moi, quand je parle de matières premières, j'aime bien. C'est une des seules choses qu'on peut avoir aussi dans les mains. Mm. Tu vois. On peut investir via des ETC, mais c'est intéressant aussi de posséder le truc. Tu vois, de posséder sa pièce, son petit Napoléon, son truc comme ça. Je Ouais, trouve ça. ouais. Voilà, c'est un autre type Ouais, d'investissement qui mais est un il y a peu plus une, sympa, je trouve. ouais, il y a une dimension. On parle sur ces classes d'actifs qui sont en diversification assez souvent d'investissement plaisir Donc, sur c'est des ça. œuvres d'art ou Oui, sur. Alors, on pense aux pièces de collection ou en pièces en or avec voilà, la valeur effectivement de l'or sous-jacente, mais derrière, tu es aussi content parce que c'est ça. tu as un bel objet. C'est tangible. Ouais, Alors qu'aujourd'hui, on est dans des actifs full numérique, ouais, tout, et en fait, on voit juste sur notre téléphone une somme d'argent. ouais, On voit, tiens, moi, je possède ça, ok, tiens, je possède du Nvidia, d'accord. ouais. Mais je trouve ça intéressant de faire ça. Et Alors, après, autre les classes d'actifs, il y a aussi les enveloppes, je trouve, qui méritent d'être connues, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du PEA, du compte titre ordinaire aussi, mais il y a le contrat d'assurance vie. Moi, je me bats auprès de ma communauté pour essayer de leur dire que le contrat d'assurance vie, c'est pas un vieux produit qui est dépassé. En fait, le contrat d'assurance vie, je leur dis souvent, juste prenez date. Pas spécialement à investir dessus, etc., parce qu'on ne peut pas investir partout, sauf si on a la capacité mm, financière de le faire. Mais le contrat d'assurance vie, je trouve que c'est un produit aussi qui mérite d'être un peu plus mis en avant, et parce qu'en fait, c'est un couteau suisse, une enveloppe dans laquelle on peut tout faire. Et je trouve que c'est méconnu. ouais, On peut faire de l'immobilier, du coup, des SCPI, on peut ouais. faire de l'obligataire, on peut faire aussi une multitude d'investissements qui sont complètement inconnus pour aller chercher une diversification qui est quand même assez intéressante, au-delà de l'aspect fiscal, successoral. Voilà, je trouve que c'est un très bon aussi. Donc, je m'intéresse un peu à tout ça. Sur l'assurance vie, Anto, tu prêches un convaincu, hein, parce que chez mon partenaire patrimoine, c'est un placement phare, c'est le placement préféré des Français. Je trouve ça C'est vrai. intéressant ta remarque, parce que ça veut dire aussi que dans ta communauté, qui est plus jeune que la clientèle patrimoniale, c'est vu comme un vieux produit un peu à l'ancienne, à la papa, hein, pour dire ça. Exactement. Et je comprends complètement, parce que ça a souvent été réduit au fonds en euros du contrat d'assurance vie, et puis quelques fonds maison de la banque qui t'a vendu le produit, voilà, en te C'est disant, ça. allez-y, de toute façon, Ça, après, l'assurance vie. on pourra Ouais. en reparler des fonds sur les banques, même Ouais, dans mon ancien métier. Mais en fait, le contrat d'assurance vie, souvent, ce qui ressort quand j'en parle, c'est pas performant et il y a trop de frais. ouais, Aujourd'hui, tu le sais, et même en faisant une simple recherche Google, on trouve des contrats d'assurance vie avec zéro frais bien sûr. Ouais, et avec des performances qui sont intéressantes. En fait, c'est un peu comme tout. On peut avoir le meilleur produit du monde. Si à l'intérieur, on fait une allocation, donc ce qu'on met à l'intérieur, c'est pourri. ouais, Il y aura pas de performance en fait. ouais. Donc c'est comme avoir la meilleure des voitures, mais si t'es pas un pilote de course, tu Oui, oui, finiras dernier. ouais. Donc ce qu'il faut, c'est aussi bien comprendre sur quoi et quel produit peut servir à quoi et comment bien investir. Moi, je prends souvent l'exemple de mon contrat d'assurance vie parce que je suis très transparent, comme je disais, avec ma communauté. Ouais. Moi, j'ai un contrat d'assurance vie que j'ai ouvert. Je suis à 53% de performance depuis son ouverture, à peu près 3 ans d'ouverture. Donc, je leur prouve factuellement avec mon contrat Ouais. qu'on peut faire de la Ouais, performance. tout à fait. Et dessus, j'ai une seule ligne. D'accord. Parce que c'est mon profil investisseur. Je suis quelqu'un de très agressif. J'ai une ligne et je suis à 53%. Ce qu'il faut globalement pas faire normalement. Il faut diversifier. Oui, sauf Mais que c'est parce tu as que j'ai des d'autres actifs à côté, d'autres bien sûr. actifs. Bien Mais je sûr. leur prouve que Ouais. un bon choix sur un bon fonds peut être tout aussi performant. Donc au final, aujourd'hui, je trouve que c'est des fausses excuses sur les contrats parce que moi, c'est une phrase que je répète tout le temps. C'est tôt ou tard, le contrat d'assurance vie, on en aura besoin. Et Ouais. souvent, les gens, ils se rendent compte quand c'est trop tard. Oui, oui, tu as raison parce que on parle souvent de couteau suisse, de produits tout terrain. Alors ça veut tout dire et rien dire, mais en fait, ça montre que la souplesse du contrat d'assurance vie permet de se coller à tous ces projets
de vie ou de placement financier, du plus sécure au plus élaboré et au plus rock'n'roll, en ayant un choix, alors évidemment, pas aussi vaste que sur un compte titre, puisque le compte titre, c'est un produit ouvert, là où le contrat d'assurance vie travaille sur un univers d'investissement choisi par l'assureur. Donc, c'est l'assureur qui choisit ou pas de référencer tel ou tel support financier. Mais dans les supports financiers référencés, aujourd'hui, on a tout. On a des titres vifs, donc des lignes du CAC 40, des ETF, des fonds gérés par des sociétés de gestion, Oui, on trouve de tout. du private equity, donc de Ouais. l'investissement Mais de c'est vrai que c'est un non-coté, sujet qu'on pourra. C'est Des- un très bon sujet aussi. des SCPI. Alors, ça permet aussi de toucher à ça dans une enveloppe qu'on connaît bien. Et c'est souvent ce qu'on dit. Alors, il faut que le sous-jacent, le support soit performant, parce que mettre, j'en sais rien, du mauvais private equity dans de l'assurance vie, ça ne le rend pas meilleur Oui. que si tu as du bon private equity à côté qui n'est pas dans l'enveloppe. Mais tout ça, ça fait partie aussi du travail qui est fait, je pense, par des personnes comme toi qui vont analyser, comparer, vulgariser, pour enlever le rideau de fumée, l'écran de fumée qu'il peut y avoir. Exactement. Et puis nos métiers de conseil pour dire, OK, il faut être sélectif, c'est notre travail, on l'est, on travaille avec telle société pour telle raison, avec telle autre, parce qu'ils sont bons là-dessus, parce que sur cette classe d'actifs, les actions internationales, ils sont bons, parce que voilà, ils ont un savoir-faire. Tout ça, ça fait partie de notre valeur ajoutée qui peut tout à fait être complémentaire. Et ça me fait penser forcément un peu à ton parcours que je trouve hyper intéressant parce que tu viens du domaine du conseil en investissement financier. C'est ça. Tu as été conseil en investissement financier en banque. Donc Ouais. tu connais très bien, entre guillemets, l'envers du décor. Aujourd'hui, tu es créateur de contenu. Très transparent, et bravo pour ta transparence, parce que tu as quand même été jusqu'à donner ton chiffre d'affaires de l'année dernière Oui. pour expliquer comment il était structuré. Je trouve ça super C'est en ça. termes d'éducation financière. Tu dis en gros, je fais un petit aparté, mais tu t'es posé des questions sur la meilleure façon de structurer ton activité. Et tu l'as partagé avec ta communauté. Je trouve ça génial. Alors évidemment, c'est ta décision. Oui. C'est pas ta communauté qui choisit à ta place. Non. Mais d'expliquer comment tu as fait ton chemin, c'est sûr que ça a au moins inspiré des gens qui vont se dire, ah bah tiens, le jour où je fais ci ou je fais ça, j'ai vu Anto qui a fait comme ci, qui a fait comme ça. Je trouve ça, Je l'espère. super intéressant. Comme dans les investissements, en fait, j'ai pas le meilleur des PEA, puisque j'ai aussi fait un bilan patrimonial où j'ai montré tout ce que je possédais, de ma résidence principale à mon immobilier, à mon contrat d'assurance vie, etc., même mon épargne de précaution, parce que je trouve que il y a un sujet de transparence qui est, je trouve, indispensable aujourd'hui dans cette multitude de créateurs de contenu qui sont plus ou moins légitimes dans plein de domaines. Le problème, c'est que les réseaux sociaux, il n'y a pas de filtre. Ouais. Et on le voit, il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de problématiques aussi. Et le fait d'être transparent, et je l'espère, ça crédibilise un petit peu ce que je fais. Voilà, j'explique que bon, là, j'ai pas été très bon. Oui, bah voilà, mon PEA, c'est pas le meilleur des PEA. J'ai fait des conneries parce que j'étais jeune, j'avais pas cette même éducation. Donc, moi, je vous explique justement, ne faites pas ça. Ne faites pas comme moi. Ouais. Parce que moi, j'ai des lignes à moins 500 € sur mon PEA, justement parce que j'ai voulu essayer de faire un truc sur une petite entreprise qui était. Voilà, je me suis dit, allez, petite start-up pharma, ça va exploser. Non, en fait, peut-être, ça aurait pu, mais en tout cas, pour le moment, c'est pas le cas. Et j'essaye d'expliquer et d'inculquer ça aux gens, de par mon expérience, pour leur faire gagner du temps et de l'argent. Si je peux leur dire, bah voilà, moi j'ai fait cette erreur-là, évite de la faire. Après, ils sont grands, mais au moins, Oui, je leur mais ai au moins, montré tu que. les as sensibilisés sur quelque Exactement. chose. Ouais. Et je trouve que c'est important de montrer ses investissements en tant que créateur sur le sujet, Ouais. qu'ils soient bons ou pas bons. Voilà, parce que c'est toujours facile de montrer, Oui, que le ouais, côté voilà, moi sympa. j'ai gagné ça. Ouais. Ok, mais qu'est-ce que tu as perdu à côté? D'où tu viens? Donc moi, j'explique vraiment tout ça dans mes vidéos. Et quand j'ai fait mon bilan patrimonial, je l'ai expliqué aussi, en fait, que c'est important et qu'il y a des moments de vie. C'est aussi important. Je suis jeune papa depuis maintenant 10 mois. Et en fait, il y a des moments où on va pouvoir beaucoup plus investir parce qu'on a moins de charges, on n'est pas en couple, on n'a pas d'enfants. Donc on va pouvoir blinder ses investissements. Ce que je recommande beaucoup aux jeunes, quand ils sont encore chez leurs parents, de le faire. Et une fois qu'on commence à avoir une vie de famille, ne serait-ce qu'en couple, vouloir avoir un appart ou acheter quelque chose avec sa moitié, par exemple, on va avoir un crédit, donc on va avoir des charges, donc on va pouvoir moins investir. Ensuite, tu as un enfant, tu vas pouvoir moins investir. Un enfant, ça coûte cher. Donc, il y a des moments de vie comme ça. Et en fait, les investissements, c'est un peu comme la bourse au final. C'est que des fois, tu vas beaucoup investir, des fois un peu moins, des fois beaucoup, des fois un peu moins. Mais il faut toujours garder ce truc d'investissement. Et
Et oui, comme tu le disais, bah, moi je viens de ce domaine-là. J'ai fait 5 ans dans des établissements bancaires et j'ai fait un peu tous les postes. Je trouve ça important et intéressant parce que ça permet aussi de traiter avec des personnes qui ont, entre guillemets, pas d'argent, qui sont vraiment dans la galère. Donc de comprendre, essayer de les aider, Ouais. de trouver des solutions, qui est tout aussi honorable que Bien sûr. sur mon dernier poste, traiter avec des gens qui ont plusieurs millions d'euros d'actifs. Voilà, c'est deux mondes complètement différents, mais ça permet de rester humble aussi et de dire que, et ça c'est une petite anecdote, c'est pas toujours ceux qui gagnent mieux leur vie qui investissent et qui épargnent le mieux. Et ça, je l'ai vraiment souvent vu. Ouais. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, voilà, je côtoyais des gens qui gagnaient entre 10 et 15 000 euros par mois net, et en fait qui étaient tout le temps à découvert et qui étaient en galère systématiquement parce qu'il y a cette surconsommation, alors qu'il y avait des personnes qui gagnaient voilà, un peu plus qu'un SMIC, qui avaient plus d'épargne que ces personnes-là. Ouais. Et des fois, on dit que c'est mais comment ils font? Moi, je serais à leur place et tout. En fait, on ne connaît pas la vie des gens. Oui. On peut simplement essayer de les aider, de trouver des solutions Oui. pour les accompagner, en fait. Mais il faut, voilà, les apparences, des fois, en fait, c'est ce que j'ai remarqué dans mon milieu, enfin, dans mon ancien métier, Ouais. sont vraiment trompeuses. Il ne faut pas croire, hein, au final, les gens, quand soit ils parlent ou quoi. Vraiment, c'est le premier truc qui m'a frappé, moi, Ouais. quand je suis Ouais, arrivé c'est dans ce intéressant milieu-là. Ah ouais, de voir ça. Et est-ce que c'est de ça aussi que tu t'es nourri pour te dire, bah tiens, être créateur de contenu, alors sans forcément se dire je vais devenir créateur de contenu, mais qu'est-ce qui t'a fait non pas lâcher ton ancien métier, mais te dire bah tiens, je peux apporter autre chose, j'ai envie de faire autre chose, peut-être le fait de te lancer à ton compte aussi. C'est quoi, comment ça s'est développé? Est-ce que c'est venu un peu à un moment, tu as eu tac, un déclic ou ça s'est construit progressivement dans ta carrière? En fait, ça s'est construit progressivement parce que je regardais un peu tout ce qui se faisait sur les réseaux, de par ne serait-ce que mon métier. Voilà, je suis quelqu'un qui est aussi qui a grandi avec Internet. J'adore ce milieu. Voilà, je suis plein de créateurs de contenu, ne serait-ce que dans le gaming ou autre. Et en fait, quand je tombais des fois sur des créateurs de contenu qui parlaient de mon milieu, de mon domaine, en fait, ils disaient plein de bêtises. Ils étaient convaincus, hein, et ils étaient très convaincants. Et ça, c'était un vrai problème. Ouais. Et je me suis dit, bah, en fait, pourquoi j'essayerais pas de faire 2-3 vidéos live au début, un peu sur TikTok, pour expliquer en fait mon métier, de dire, bah, en fait, non, nous, banquiers, nous, ce qu'on veut, c'est vous aider les gens, les accompagner, etc. Mais je dis aussi l'envers du décor. Aujourd'hui, un conseiller bancaire, dans une banque traditionnelle, c'est un vendeur. Et ça, il faut que les gens aussi en soient conscients. Donc, je suis très transparent sur ça et je leur explique. Parce que moi, vu que je viens de là-bas, bah, je sais en fait ce qu'on attend de nous de la part de la hiérarchie. Et en fait, je me suis dit, bah voilà, faut aussi réussir à démocratiser ça parce que j'avais des gens, des fois, qui venaient. Je leur disais, bah bon, je les appelais pour faire bouger un peu mon portefeuille. Ils disaient, bah là, vous voulez pas faire un versement complémentaire sur le contrat d'assurance vie parce que le PEA, le livret A, pardon, le taux, il a changé. Combien de fois il y a des gens qui n'étaient pas au courant que le taux du livret A avait baissé, par exemple, ou que voilà, le plafond était d'un tel ou d'un tel. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que, au fur et à mesure de ces années, qu'il y avait un manque en fait d'information et d'éducation sur des choses, mais très basiques en fait, très basiques, qui pour nous semble logique parce qu'on est sur les réseaux et on suit 2-3 personnes qui font de l'actu. On va voir, ils vont balancer à un moment donné, bah, le taux du livret A, ça va changer. Mais globalement, il y a beaucoup de personnes du coup qui savent pas ça. Et moi, je me suis dit, il faut que j'arrive à créer en tout cas quelque chose avec ma patte, mon contenu, avec ce que j'ai envie de véhiculer pour rester transparent et expliquer les choses. Parce que toujours taper sur le banquier aussi, c'est facile. Oui, bien sûr. De dire, ouais, non, c'est le banquier. Oui, vous voulez que tout le monde soit à découvert. Non, en fait. Enfin, quelqu'un qui a découvert, ça ne nous intéresse pas. Bah les gens, ils vont dire, ah bah oui, mais bon, vous prenez des commissions, des trucs comme ça. En fait, non. Nous, ce qu'on veut, c'est développer le patrimoine d'une personne, l'accompagner dans ses projets, financer son immobilier, son entreprise, l'aider à se développer. Et honnêtement, on gagne plus d'argent à faire ça plutôt qu'à prendre des commissions. agios, parce que c'est davantage réglementé dans tous les cas. Donc non, c'est important. Et pour en revenir, c'est qu'il faut vraiment que les gens soient conscients qu'un conseiller bancaire, voilà, il y a une hiérarchie, hein, il y a le conseiller de clientèle, le chargé de clientèle, le conseiller en gestion de patrimoine. Moi, ce qui m'embêtait, c'était dans une banque traditionnelle, dans leur modèle, c'est pour avoir du conseil, il fallait forcément avoir de l'argent. Et ça, c'était un vrai sujet parce que pour être dans mon portefeuille client, si tu n'avais pas minimum 150 000 euros de liquidité, donc d'argent dispo, tu n'étais pas chez moi. Suivi, Exactement. Donc,
Oui. Bah, tu as 150 000 euros, techniquement, bon, soit tu as eu un héritage, tu as eu de la chance ou tu as fait un grade-grade, etc. Soit tu es déjà quelqu'un qui est quand même assez averti. Donc je trouvais ça dommage que ça clive par rapport au montant que tu as sur tes comptes, le conseil. Voilà. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah, on va essayer de démocratiser ça. Ce que tu fais aussi, de par mon partenaire patrimoine, parce qu'aujourd'hui, voilà, tu peux accompagner des gens Tout sans type de forcément client. qu'ils aient tout Ouais. type de clients. Donc je trouve ça trop bien. Il faut arrêter de cliver comme ça en disant ah toi t'as pas beaucoup d'argent. Ouais, non, je vais pas te Ouais. donner les meilleurs conseils en tout cas pour faire fructifier ton argent encore plus. Alors que bah, quelqu'un qui a quelques milliers d'euros, bah, c'est déjà trop bien en fait. Viens, je vais Puis il t'aider à mérite en tout gagner autant, plus. bien sûr, il mérite tout autant d'être accompagné. C'est ça. Alors effectivement, tu as raison, ce côté clivant, il est issu aussi de la segmentation qui est entre guillemets indispensable. Tu vas pas Oui. apporter le même conseil à Complètement. quelqu'un qui Complètement. investit 50 euros par mois de quelqu'un qui a plusieurs millions d'euros à placer parce qu'il a perçu un héritage ou qu'il a vendu son entreprise. Évidemment que c'est pas le même conseil, c'est pas la même complexité, etc. Mais ça veut pas dire, dans un cas, on peut conseiller, et puis dans l'autre, soit débrouillez-vous tout seul, soit vous prenez ce que j'ai sur l'étagère. Et je suis Souvent c'est un d'accord. peu ça. Et je suis d'accord, c'est un peu, c'est là-dessus d'ailleurs que c'est le les cons- logiciel nous dit bah on va te faire ça. ouais, Du coup on va te faire ça. et c'est un peu dommage. Alors, ça permet de gérer plus de clients. Alors, est-ce qu'ils sont plus contents? Je ne sais pas. Mais ça permet de gérer plus de clients par conseiller. Mais c'est aussi là-dessus, et tant mieux pour les conseillers en gestion de patrimoine, que c'est développer la part de marché des conseillers en gestion de patrimoine, justement pour dire, il y a du conseil pour tout type de projet, pour tout type de client. On peut choisir de segmenter. Et nous, effectivement, on ne va pas travailler tout à fait de la même façon pour quelqu'un qui investit 50 euros par mois dans une optique de préparation à la retraite, de quelqu'un qui va placer une grosse somme Et puis c'est en complètement logique diversification. en Et soi. c'est C'est pas logique. le même risque, Et c'est pas le même profil. Exactement. Et c'est même parfois pas le même agrément derrière quand tu Ouais. regardes en fonction de ce que tu vas proposer. Mais là-dessus, pour autant, j'ai la conviction absolue que tout le monde a le droit d'être conseillé parce que Exactement. tout le monde ne peut pas tout connaître. Et c'est pas contradictoire non plus avec le fait d'avoir d'excellentes offres en ligne sur des acteurs internet qui sont super bons, qui font des super outils, qui ont des super produits, et où des gens en face disent « je me débrouille tout seul ». Si on est OK avec ça, il n'y a pas de problème. Et il y a plein de gens qui sont OK avec ça. Mais pour les gens qui sont ni fortunés, ni dans un self-care en bon français absolu, où ils pourront pouvoir se débrouiller tout seuls, bah, ça touche quand même, je pense, beaucoup de Français. Ouais, c'est Donc, la masse même. Hein. ouais, tout à fait. Et c'est vrai que je trouve ça dommage. Et après, j'essaye aussi d'expliquer aux gens que voilà comment fonctionne le système bancaire. Parce que j'ai été dedans pour. Alors, c'est pas une question de se faire avoir, mais aujourd'hui, on trouve moins de conseils en banque parce que le conseil ne rapporte pas d'argent à la banque. On Ouais. parlait souvent de PNB. Donc, c'est du produit net bancaire. Donc, en gros, ce que la banque gagne. 1 heure de rendez-vous, si on ne fait pas de vente, c'est 1 heure de gâché parce qu'on nous, on ne facture pas le rendez-vous. Donc, c'est vrai qu'on a été très suivis sur ça. Et une fois, j'ai des mots un petit peu durs, mais je me mets dedans parce que j'ai été dans ce milieu-là. C'est que on est des vendeurs. On va faire en sorte de vous vendre un produit. Voilà, un produit, que ce soit une assurance, même aujourd'hui, en plus de ça, on font de l'assurance, enfin, assurance habitation, sur le truc. On était énormément suivis sur ça. Et on le voit, moi, en 50 banques, les stats sur les objectifs des contrats d'assurance de biens et de personnes ont explosé par rapport au placement financier, par exemple, parce que voilà, c'est du PNB direct. Et donc, faut que moi, je leur donne les tips pour justement éviter, pas de se faire avoir, mais de poser les bonnes questions. Ouais. Est-ce que ce produit-là te correspond vraiment? Est-ce que tu en as vraiment besoin? Je pense qu'aussi, tu es très bien placé, mais il y a une vague de souscription de PER à une multitude de personnes, donc un plan épargne retraite, à une multitude de gens, au final, ça ne leur servait à rien. Oui. Et parce qu'il fallait ouvrir du PER, parce que ça faisait de l'argent. Donc souvent, j'essaie vraiment d'apporter ça. Et pour autant, le PER est un excellent super produit. placement. Mais pas forcément adapté. D'ailleurs, le meilleur placement qui soit, s'il n'est pas adapté, il a beau être le meilleur de sa catégorie, ce ne sera pas le placement qu'il vous faut. Et il faut réfléchir différemment que de se dire j'en veux parce qu'on me le propose ou j'en vends parce que je suis objectivé dessus. Et on imagine bien qu'effectivement, il y a tous les moyens de motivation, financiers ou moins financiers, qui vont faire que le conseiller en réseau bancaire va être plus vendeur que conseiller parce que le temps de conseil, effectivement, et c'est même pas de sa faute à lui, hein. C'est parce qu'on lui demande en fait de faire ça. Moi, on me demandait chaque semaine, on avait un rendez-vous avec le supérieur hiérarchique. Bah voilà, tes statistiques, où est-ce que tu en es? Voilà, là t'es pas très bon, là t'es pas très bon, là faudrait que tu t'actives un petit peu plus là-dessus. Donc en fait, on nous sortait du coup des fiches de nos clients en disant bah tiens regarde celui-ci, il attend, essaye de l'appeler. Mais
Mais c'est normal. Après, Bah, c'est du business. bien Je veux sûr, dire, ça fonctionne comme c'est ce ça. que j'explique aussi aux gens. Je dis, bon, c'est pas le conseiller, mais c'est du business, Ouais. c'est tout. Il vaut mieux être au courant Exactement. et Par de contre, se- c'est et- et poser de- les bonnes et de questions savoir, mais tu as raison, et savoir de poser les bonnes questions. et Sur- surtout ne jamais sortir. Et ça, je le redirai jamais assez. Ne jamais sortir du bureau de son conseiller, parce que ça reste des conseillers. Ils vont pas mettre vendeur. Hein, Non, bien sûr. ça fait moins corporate, mais ne jamais sortir du bureau de son conseiller sans avoir tout compris de ce qu'il nous Ouais. a expliqué. C'est super important en fait, parce que le problème c'est que la personne elle va ruminer, et moi j'ai déjà eu le cas, c'est très rare parce que en fait un conseiller sait s'il est bon en soi, parce qu'il a ses stats, donc en fait si t'es nul tu le sais. Tu vas être complètement transparent. Mais j'ai déjà eu une fois le cas où une personne m'a dit oui, j'étais vraiment quasiment convaincu qu'elle avait bien tout compris. Mais l'inconvénient des personnes qui disent oui pour faire plaisir à leur conseiller, Ouais. c'est qu'un mois après, elle t'appelle et elle te fait sauter le produit parce que justement, elle a cette peur, elle a cette crainte, etc. Donc, c'est pour ça que moi, systématiquement, quand je voyais qu'il y avait des doutes, je dis attendez, on va reprendre un rendez-vous. Je vais bien vous expliquer, je vais vous laisser à tête reposée, je vous Ouais. donne tous les Faut documents, vous décompter. revenez. Mm. Point. Parce que le problème, c'est qu'après, tu passes du temps administratif à devoir clôturer, etc. Et ensuite, il faut que tu t'expliques avec ta hiérarchie. Donc, j'essaie vraiment de dire aux gens que les conseillers de base, ils sont là aussi, mine de rien, pour vous aider. Il faut tout leur dire. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent ouais, mais attends, si je dis pas que j'ai tel crédit ailleurs, etc. Soyez transparents. Soyez transparents. Ouais. Et eux, ils s'en fichent en soi. C'est pour vous, quand même, vous prodiguer, mine de rien, ils sont là pour vous protéger. Quoi Bien qu'il sûr. arrive, ils vous protégeront. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est l'idée. Donc, soyez honnête en fait avec eux. Si vous avez des placements ailleurs, etc. Au contraire, c'est très bien. Ouais, C'est ouais. très, très bien. Et puis, c'est la réalité des choses. Donc, autant essayer de... Pour avoir un conseil éclairé, d'ailleurs, c'est ce qui nous est demandé. Hein. On doit aller chercher toute l'info disponible. Alors, on ne va pas demander à un client s'il est abonné à la salle de sport. Ce n'est pas ça l'idée. Mais il faut connaître, c'est la fameuse KYC, donc connaître son client. C'est pas juste pour connaître. C'est souvent mal perçu. Je sais pas si tu as déjà eu des sujets, mais moi, on m'a dit c'est pas vos affaires, est-ce que j'ai ailleurs. Je dis mais à ce moment, il faut pas vous prodiguer un conseil parfait, quoi, parce que si vous avez déjà 3 contrats d'assurance vie ailleurs, si je vous en proposez un, ça va pas être top. Ou si vous êtes ultra dynamique ailleurs et que je vois que votre profil est plutôt équilibré et qu'au final, je vais vous proposer encore quelque chose de très risqué, très volatile, ça va pas. Il faut au contraire que je sache que vous êtes très exposé pour dire ah non, comme vous êtes très exposé par ailleurs, on va pas en mettre une louche, on va plutôt faire attention, aller chercher plutôt quelque chose qui va faire baisser la volatilité, etc. Mais tu as raison, hein, on est dans l'humain à 100%, c'est-à-dire il faut rentrer dans une certaine intimité avec la personne que tu as en face. C'est pour ça aussi d'ailleurs que... Puis il n'y a rien de malsain en soi. Enfin, non, nous, en fait, on baigne tellement dans l'argent qu'en fait... Mais sujet tabou, donc ça peut aussi parfois faire ressortir le fait de je vais pas tout dire ou pourquoi vous me demandez ça, c'est pas vos affaires. Ce qui est normal. Après, je pense que si on explique pourquoi on demande ça, en général, ça passe mieux. Franchement, les personnes le comprennent. Et si elles commencent à coincer là-dessus, alors ça c'est d'expérience, ça va coincer après de manière beaucoup plus dure quand il y aura des problématiques un peu plus touchy. Typiquement, si les marchés se retournent et que là, il faut faire des choses un peu plus engageantes ou qui font pas forcément plaisir, mais qui sont nécessaires. Si ça a coincé dès le début parce que tu demandes 3 infos dont tu as besoin, c'est compliqué. Des fois, mieux vaut pas signer un truc et acheter sa tranquillité. Parce que tu te dis, OK, on n'est pas fait pour travailler ensemble. C'est normal, c'est la vie aussi, il faut l'accepter. Le feeling joue beaucoup. Oui, le feeling. Et effectivement, c'est aussi l'intérêt du métier et c'est aussi l'intérêt de la complémentarité entre les différentes personnes qui vont incarner de l'info, du conseil, comme on est un peu en train de le faire maintenant. Alors, un autre point qui m'intéresse dans ton parcours, c'est, parce que tu sais, la bourse, c'est du travail, hein, comme on dit. Je pense que tu vas être d'accord avec cette affirmation qui revient souvent ici. C'est quoi ta journée type de créateur de contenu? Parce que tu fais des lives tous les matins. C'est pas juste tu allumes la caméra, puis 2 heures après, c'est bon, ta journée est finie. J'imagine que tu as beaucoup de choses. C'est quoi cette journée type, s'il y en a une? Alors, ma journée type, c'est effectivement, je suis en live tous les matins, du lundi au vendredi, tant que les marchés sont ouverts. Donc, s'il y a un jour férié sur les marchés, je ne vais pas live. Du coup, ça me permet de me poser un petit peu. Mais effectivement, donc moi, je prépare mon live en fait en amont. D'accord. Je suis quelqu'un qui est assez matinal, donc je me lève très tôt. Puis de toute façon, j'ai un enfant en bas âge. Ça aide à se lever tôt. Mais donc, je prépare mon live, je regarde les sujets un peu chauds qui ont eu lieu. Et en fait, j'essaye de préparer le live, d'orienter, parce que je vais un peu anticiper les questions qu'on va me poser. Donc là, typiquement, avec le conflit en Moyen-Orient, il y avait beaucoup de choses qui étaient entre guillemets anticipables, la hausse du pétrole, ce genre de choses. Donc,
essayer de rassurer en tout cas ma communauté, par exemple. Une fois que mon live est terminé, donc entre 1h30, 2h, voire 2h30, si vraiment il y a beaucoup de questions et qu'il y a beaucoup de gens, ensuite je le mets en ligne, tout simplement. Donc moi, tout mon contenu est 100% gratuit et 100% disponible à la rediffusion. Donc si une personne n'a pas pu suivre le live en entier, il peut continuer de le regarder du coup sur ma chaîne. Une fois que ça c'est terminé, en fait, je travaille à créer en fait, du contenu vidéo, des scripts, notamment pour mes vidéos longues, de dire quel sujet j'aimerais bien aborder, soit via de l'actualité, soit via des sujets qui me semblent, moi, pertinents, de dire que tiens, j'ai pas abordé ça sur ma chaîne, je pense que ça peut être cool. Donc, est-ce qu'il y a une série de vidéos à faire ou pas sur ce sujet? En partant toujours de la base du truc, donc vraiment vulgarisation au max, et petit à petit monter dans des expertises un petit peu plus poussées. Comme ça, il y en a aussi pour tout le monde. Et ça demande énormément de temps, surtout. Et ensuite, je regarde s'il n'y a pas de la vidéo courte aussi à faire, donc notamment des vidéos sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok ou autres, sur des sujets pertinents. Par exemple, tiens, attention, il y a ça aujourd'hui qui est sorti, peut-être une loi qui peut impacter la fiscalité ou autre. Voilà. Je regarde ça souvent, donc c'est en fait énormément de travail parce que je suis tout seul dans tout ce que je fais. Donc je fais tout le montage, je me filme tout seul. Exactement. Et ça, c'est un peu l'envers du décor, je pense, de tous les créateurs de contenu de mon échelle qui aujourd'hui, et même d'entrepreneurs tout simplement, parce que créateur de contenu directement, on entreprend. Ça, c'est un peu l'envers du décor où on est vraiment, on est au four au moulin, entre guillemets. Et c'est vrai que moi, comparé à d'autres, je fais vraiment les lives tous les matins. Et ça prend quand même aussi énormément de temps, parce que je fais une miniature aussi à chaque fois, etc. Mais moi, je suis vraiment passionné par ça. Je ne m'ennuie pas. Et puis avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est sûr que je ne m'ennuie pas. Il y a énormément de sujets à traiter. Et je suis toujours... j'essaie aussi de faire beaucoup de veille, parce qu'il y a énormément d'évolutions, ne serait-ce que sur les produits, sur les tarifications aussi des différents produits, ne serait-ce que PEA ou CTO. Il y a beaucoup de brokers qui arrivent de nouveau, qui ajustent leur prix. Et je me dis, tiens, ça peut être intéressant d'en parler dans le sujet de demain, du live, pour informer la communauté. Donc ça, c'est ma journée type. Et souvent, en fait, c'est fini, parce qu'après, moi, j'arrête à 16h, parce que je dois aller chercher mon fils du coup chez la nounou. Et après, je m'occupe un peu de mon fils quand même. Et de temps en temps, je retravaille peut-être 1 heure, une fois que ma compagne rentre, si vraiment j'ai des choses à sortir ou autres qui sont importantes. Donc ça, c'est la journée type, et c'est tous les jours comme ça. Et en vrai, c'est passionnant. Moi, je suis piqué par ça, j'adore. Et c'est ce qui me fait aussi me lever tous les matins, quoi. Enfin, moi, j'adore ça, le fait de pouvoir... Et pour rien au monde, je changerais, même si ça n'avait pas marché, parce qu'aujourd'hui, je suis très content, ça fonctionne. Même si ça n'avait pas marché, j'aurais jamais regretté d'avoir pris cette décision aujourd'hui. Donc, je trouve que c'est important au-delà de l'aspect financier ou quoi, c'est important de tester des choses, en fait, de se dire, ok, en fait, j'ai eu pas un déclic, mais tout à l'heure, tu me posais la question de pourquoi j'y suis allé. En fait, outre le fait de la Banque Société Générale qu'on fusionnait, voilà, mais le fait j'ai 30 ans, ça commençait un peu à prendre, je me dis, si je vais pas maintenant, en fait, j'irai jamais. Et je me dis, vas-y, je vais tester. Et je l'explique du coup aussi comment j'ai fait pas mes montages, voilà, on va croire que j'ai fait, mais comment j'ai fait pour du coup essayer de me lancer ça avec quand même de la sécurité derrière, parce qu'il ne faut pas se lancer aveuglément dans un truc sans avoir quand même de la sécurité. C'est comme sur les marchés, quoi. Exactement, comme sur les marchés. Et de tester. Je pense que c'est important de tester. Et tout à l'heure, en plus, ça me permet de rebondir voilà, quelqu'un qui se prend une petite gamelle, comme je disais, avec 50 ou 100 euros, ça lui fait de l'expérience. Et je trouve qu'on apprend plus dans l'échec que dans la réussite. Et justement, c'est qu'il y a plein de gens qui ont échoué très longtemps et ensuite qui ont réussi. Et souvent, on met toujours en valeur la personne qui a réussi à cet instant-là, mais il parle rarement de tous ses échecs. Et moi, je trouve ça important aussi de parler de ses échecs, en fait. Parce que c'est tous ces échecs-là qui a fait qu'il en est arrivé là aujourd'hui. Bien sûr. Et moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a plein de gens qui en parlent aussi ouvertement de ce genre de choses. Et je trouve que c'est beaucoup plus formateur de dire, voilà, ça, j'ai fait ça, c'était pas ouf. Voilà. Et je pense que sur les marchés aussi, c'est ça. C'est de se dire, j'ai investi 100 euros là-dedans, j'avais des convictions, j'avais lu un truc, j'ai suivi les recommandations d'un gars. J'en sais rien, je sais pourquoi je l'ai fait. La prochaine fois, je le ferai pas. J'ai perdu 100 balles, point. Alors là-dessus, je pense que ça, c'est un peu
démocratisé, pour reprendre un terme qu'on entend trop, mais qui quand même relate bien l'esprit. Il y a notamment au travers de tout ce qui va toucher les entrepreneurs, le fait de dire, notamment, encore une fois, on va dire qu'on se compare aux anglo-saxons, mais il y avait quand même des cultures intéressantes parce qu'elles sont différentes. Effectivement, tu es aux États-Unis, tu as planté 2 boîtes et tu vas dire que tu en lances une 3e, tu es suivi par des investisseurs si ton projet est bon. En France, si tu as planté 2 boîtes, à mon avis, c'est plus compliqué de trouver des investisseurs, même vrai, si ton idée est bonne. Bon, ça après, c'est un avis personnel, mais c'est ce qu'on ressent. Mais pour autant, aujourd'hui, je pense que la parole s'est un petit peu plus libérée sur le fait de dire, oui, bah, aujourd'hui, je réussis, mais attention, moi, pendant 5 ans ou 10 ans ou 15 ans, j'ai connu ci, j'ai galéré parce que les conditions n'étaient pas réunies, j'ai eu raison trop tôt, entre guillemets, et je me suis planté. Là, mon idée, elle est peut-être un peu moins bonne, mais par contre, je suis parfait dans le market timing. Ouais, c'est le bon timing. Voilà, Et paf. c'est très souvent, et moi je trouve ça hyper intéressant, je suis d'accord avec toi, et d'ailleurs, même dans le sport de haut niveau, hein, tous les super coachs disent, c'est dans l'échec, c'est dans la défaite qu'on en tire le plus d'enseignements, ça permet de rebondir, de dire, bah, on ne va pas s'arrêter à ça, on n'est pas mort, mais une grande victoire, c'est parce qu'avant, souvent, il y a eu un échec qui a été fondateur, qui permet de se dire, en fait, c'est ça qu'on a. Et comprendre loupé. son échec. Exactement. C'est le plus important, de ne pas dire oui. Moi j'ai raison. Oui, Quoi oui. qu'il arrive, j'ai raison. Là, tu fonces dans le mur. Oui. C'est comprendre, peut-être écouter aussi les gens. Pas les écouter à 100%, parce que si moi je les avais écoutés à 100%, je ne serais pas là. J'aurais peut-être pas fait ça. Exactement. Mais juste d'écouter, de dire ok, je comprends, mais et d'étudier pourquoi j'ai échoué sur ce truc-là, pourquoi ça n'a pas marché. Et c'est ce qui va te permettre, dans un autre business, par exemple, ou dans un autre investissement, de dire bah, là, je ne vais pas faire la même chose, je vais essayer d'être plus prudent, de regarder tel point ou tel point que je n'avais pas spécialement regardé. Est-ce que tu as des sources d'inspiration, même dans d'autres métiers ou dans d'autres univers tu disais, voilà, tous les matins, je suis heureux de faire ce que je fais. Est-ce que tu as des personnes qui t'ont inspiré où tu te dis, tiens, ça, lui ou elle est super forte ça peut faire avancer. Est-ce que c'est le cas chez toi ? Alors, en fait, moi, mes sources d'inspiration sont loin du domaine dans lequel en fait, je fais du contenu. C'est que moi, il y a une personne que je trouve assez incroyable pour avoir suivi ce qu'il faisait très tôt. Beaucoup de gens le connaissent, c'est MrBeast, en fait. Je trouve ça juste incroyable aujourd'hui, ce qu'il a réussi à créer. Le petit gars qui était dans son bureau, qui avait fait une vidéo pour la poster 10 ans après, et de dire, bah voilà, dans 10 ans, je veux avoir ça, ça, ça. Et en fait, il a littéralement explosé tout ce qu'il avait imaginé. Et je trouve que c'est une personne qui est ultra résiliente, parce que quand on l'écoute dans différents podcasts, bah, ça n'a pas été facile non plus pour lui. Les réseaux sociaux, au début, c'était très compliqué aussi pour lui. Et que bah, aujourd'hui, il est ce qu'il est. Et je trouve ça incroyable. Aussi, il y a une autre source d'inspiration que j'aime beaucoup, c'est que tu vois, aujourd'hui, les créateurs de contenu dans notre domaine, finance, etc., on était un peu mal vus de par plein de gens qui ont fait beaucoup de bêtises en disant voilà, je vais te montrer comment devenir multimilliardaire en 5 minutes. Ouais. Mais avant, tu vas m'acheter ma formation. Voilà, exactement. Ouais. Donc on a un peu cette mauvaise image, et je trouve ça un petit peu dommage. Et moi, le pôle que j'aime beaucoup et la résilience qu'ils ont eu, moi, c'est l'e-sport. En fait, je regarde beaucoup de l'e-sport sur Twitch et sur les réseaux. Ouais. Parce que quand ils sont arrivés avec leur truc en disant que l'e-sport, c'est du sport, il y a plein de gens qui ne comprenaient pas. De dire bah, pourquoi un Cristiano Ronaldo est payé tant juste pour taper dans un ballon de foot. Il y a des gens qui ne comprennent toujours pas. Et encore pire, des gens qui disent bah, en fait, le gars... Juste, il joue. Il est derrière son clavier. Et ça, t'appelles ça du sport. Ouais. Et en fait, il y a une résilience. Et aujourd'hui, on voit que c'est en pleine expansion et qu'il y a de plus en plus de jeunes qui regardent et de plus en plus de jeunes qui sont motivés par ça. Aussi, ça les inspire aussi de faire ce genre de choses. Et je trouve ça trop bien. Et je pense que on a des bons clubs en France. Hein. Je pense qu'un autre créateur que j'admire aussi, c'est par exemple Squeezie, qui est aussi très connu, que je regarde, qui a du coup lancé aussi ce club de sport Gentlemate, qui je pense a permis aussi de faire rayonner, d'ouvrir au grand public de par sa communauté, de montrer que voilà, l'e-sport, c'est pas que des geeks par exemple derrière un bureau en train de jouer à des jeux vidéo, tu vois. Ouais, tu vas faire plaisir à mon fils qui est fan de Gentlemate, mais effectivement cette dimension de
l'e-sport, c'était pas vu comme du sport quand tu vois du En sport, fait, c'est la résilience de tous les Ouais, trucs qui se sont pris dans puis la le tête, quoi. niveau de de perfectionnement, de jeu en équipe, parce que là, il y a des stratégies, hein. Ah ouais, non, mais Alors moi, je suis ça de très loin, c'est mais impressionnant. En fait, on se rend pas on est compte. sur du sport de haut niveau. Et effectivement, alors, être aussi fort que Cristiano Ronaldo, qu'on aime ou pas le foot, tout le monde n'est pas Cristiano Ronaldo comme ça. Et C'est ben c'est ça. pareil pour devenir super fort dans Exactement. Valorant ou tous Ouais, les jeux en ligne. c'est de C'est de l'entraînement, c'est l'entraînement, du mental tout à fait. et c'est plein de choses. Je crois même qu'ils ont des préparateurs, certains Ils ont des psychologiques. ouais, Enfin, parce que moi je connais très bien du coup l'ancien capitaine des Gentlemates qui est Béaz, qui est un ami et non, ils ont des coachs sportifs, etc. Et lui en plus c'était le capitaine et en fait comme pour la prépa d'un match de foot, souvent les passionnés de foot, ils suivent un petit peu les prépas des équipes. Ouais. Bah en fait, eux, ils regardaient les matchs de leurs concurrents, Ouais. enfin non, des personnes qu'ils allaient ce qui affronter. est logique, hein. C'est quoi les stratégies, sur quel truc, etc. Et en fait, c'est encore plus complexe, je trouve, dans les jeux vidéo, parce qu'en fait, il y a plein de stratégies, plein de maps, entre guillemets, différentes. Donc tout ça, ils doivent toutes les apprendre. Et en fonction de la stratégie que l'adversaire a mis en place, ils doivent tout de suite, instantanément, essayer de comprendre et de changer, eux, leur strat. Alors qu'un match de foot, en soi, c'est le même terrain de foot. Donc, tu vois. Oui. Mais au-delà de ça, je trouve ça ultra intéressant, cette résilience. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Pour revenir un petit peu au domaine, du coup, la finance, pour reprendre Cristiano Ronaldo, on a beaucoup qui disent, je ne comprends pas pourquoi il est autant payé. Mais en fait, si Cristiano Ronaldo est autant payé, il faut bien comprendre qu'il rapporte 2 ou 3 fois plus. Certainement. C'est aussi simple que ça, en Certainement fait. plus encore, oui. Exactement. Donc, il y a beaucoup de débats sur ça. Là, je prends les joueurs de foot parce que bon, ça parle à tout le monde. Mais en fait, il faut bien comprendre que c'est juste du business. C'est si une personne est autant payée, c'est que en marketing, vente de t-shirts, accessoires, etc., bah, en fait, il rapporte 2 ou 3 fois Bien plus. sûr. Il C'est tout. n'y a pas de hasard. S'il y a des Exactement. intérêts financiers, c'est logique que les acteurs soient. D'ailleurs, les acteurs dans le cinéma, ça peut Aussi, être la même ouais. question. S'il y a des intérêts financiers et que s'il y a du business, comme tu dis, ceux qui sont au premier plan bah, sont ceux aussi qui prennent une part de gâteau qui est plus importante. Après, on peut trouver ça moral, pas moral, peu importe. C'est pas le Ouais. sujet ici. Mais effectivement, économiquement, ça se justifie. Et C'est je ça. trouve le parallèle hyper intéressant sur l'e-sport. Merci de l'avoir fait parce Et que la résilience aussi, juste Ouais. pour finir, c'est la résilience que Ouais. moi, dans ma création de contenu, je me suis fait bannir d'un réseau social Ouais. avec un gros compte parce que je faisais ce contenu-là qui était complètement éducatif et de par, voilà, je sais pas trop, je me suis fait bannir. Et en fait, la résilience de se dire, bah, c'est pas fini, et puis c'est tout, c'est pas grave, ok, Oui. j'ai perdu ce compte-là, que j'avais mis 1 an et demi à créer avec toute une communauté, bah, on va repartir de zéro et puis on va le refaire. Ouais. Donc cette résilience de se dire, ok, bah, là j'ai perdu, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais pour venir pour potentiellement éviter ça Ouais. parce qu'il y a globalement des jaloux. Donc c'est ça surtout. Ouais, Et ouais. l'e-sport, c'est un peu pareil. Et le sport en général, c'est ok, j'ai Oui. commis là, j'ai pas gagné. Qu'est-ce que je fais maintenant Ouais. pour gagner la prochaine fois? Ouais, c'est intéressant. Et effectivement, par analogie à différents domaines, et la finance n'est pas un domaine totalement déconnecté de la vie réelle. Effectivement, il y a de la psychologie, tu parles de résilience, il y a de la méthodologie, Ouais, gérer parles de ses émotions, stratégie. on en parlait Voilà, aussi. tout ça, Stratégie, bien sûr. long terme, pas Ça long terme, s'applique qu'est-ce aussi. que je fais en fait? Ouais, ça Tout s'applique. s'applique, c'est juste que la finance, c'est vrai que c'est un côté un peu strict, un côté un peu inaccessible, qu'on essaye de casser un petit peu les codes, de se dire que bah, y a pas besoin forcément voilà, d'être ultra connaisseur ou d'être 100% en costume 3 pièces pour faire de la finance. Non, Non. heureusement. Ouais, heureusement. Alors, un point que j'aime beaucoup à la fin des podcasts, c'est de savoir quels sont les conseils que tu as reçus et que tu as donnés. Et donc, quel serait pour toi le meilleur conseil professionnel que tu as reçu dans ta jeune carrière? Le meilleur conseil que j'ai reçu, c'était, pour pas les citer, au Crédit Agricole. J'avais un excellent directeur d'agence qui s'appelle Cédric. Et en fait, il m'a dit, j'étais référent courtier à l'époque, donc c'est une personne qui faisait que les prêts immobiliers, et j'adorais ça, faire des prêts immobiliers, en plus c'était la belle époque où les taux étaient très bas. Il m'a dit, première fois que j'ai fait des prêts, décisionne un dossier immobilier comme si c'était ton argent que tu prêtais aux personnes, et pas forcément celui de la banque. Vraiment, décisionne ton dossier, analyse-le comme si l'argent sortait de ta poche. Et en fait, j'ai trouvé ça très fort parce qu'en fait, ça m'a permis d'aller jusqu'au bout des choses, de me dire, ok, c'est peut-être pas la banque de mon père, mais est-ce que moi, je prêterais mon argent
à ces personnes-là pour faire le projet? Oui, non. Voilà. Et en fait, ça m'a permis d'avoir aucun défaut sur mes dossiers immobiliers et aucun refus sur toute ma carrière. Donc c'est un bon conseil après. C'est un très bon Ah ouais, conseil. c'est bien. Et en fait, c'est un conseil qui peut paraître anodin. Et voilà, je trouve que c'est important de se poser, de Ouais. se dire, parce qu'en fait, c'est facile de se dire, ouais, c'est pas mon argent, de toute façon, vas-y, s'il y a une Bien gamelle, sûr. c'est pas ma faute. Enfin, c'est pas que c'est pas ma faute, mais c'est pas mon argent. Oui, donc tu peux très vite éteindre le sujet C'est en ça, disant bon, pas bah, je passe à forcément autre aller chose. en Ouais. profondeur, pas forcément Ouais. faire tous les bons calculs d'un coup. Et puis même pour le client, c'est-à-dire qu'on peut survoler le truc, pas bien calculer le taux d'endettement, et puis éventuellement les mettre dans l'embarras Ouais, sur la suite. Donc je trouvais ça, et ça m'a guidé tout au long un peu de ma carrière, toujours décisionner. Et dans ce sens-là aussi, est-ce que moi je placerais mon argent sur ça? Ouais. En fait, ça m'a suivi vraiment Oui. dans plein de choses, et de me dire, est-ce que moi ça, là, le placement, là, j'irais? Ouais. Non, ça signifie que c'est pas ouf. Et c'est aujourd'hui, c'est ce que je fais aussi dans ma création de contenu, Ouais. quand je discute, etc. Ou même pour parler un peu plus large, quand je décide de travailler avec des marques, est-ce que moi j'irais À titre dans personnel, Ouais. ouais, bien sûr. Si la réponse est non ou j'ai un doute, j'y vais pas. Tu sais, Parce ouais, que c'est une j'ai bonne j'ai clé pas de cet décision. appât en fait Ouais. du gain non plus, parce que si je voulais, je pourrais signer des trucs, mais c'est pas l'objectif. Ouais. Moi, mon objectif, c'est vraiment de dire ok. Et puis ma communauté, je pense qu'elle me suit aussi pour ça. Ils savent que je suis transparent, que si je leur amène un truc, ça va être carré. Et que moi, je suis prêt à le faire et je suis prêt à mettre mon argent dedans. Et je leur montre, parce que la plupart des collaborations que j'ai, c'est des collaborations depuis très longtemps, et je mets mon argent dans ces trucs-là aussi. Et ça, je trouve que c'est important. Ouais, et t'as raison, et ça rejoint quelque chose qu'on met aussi en avant, c'est je ferai pour mes clients comme je ferai pour moi. Exactement. Parce que ça revient un petit peu C'est ça. à la même idée de base, mais finalement, c'est un bon rail de sécurité, quelque part, pour se dire, OK, on va se poser, oui, il y a plein de choses à faire, oui, ça peut créer du business, mais là, est-ce que je ne suis pas en train de m'enflammer? Est-ce que je ferais vraiment ça si c'était pour moi ou pour ma famille? Et c'est vrai que, alors il faut savoir prendre de la distance avec ses clients, c'est pas la famille, pas Est-ce que je forcément. prendrais autant de risques, quoi? C'est ça, fait, exactement. Et surtout quand c'est pas son argent. L'autre versant, c'est quel est le meilleur conseil que tu as pu donner à titre professionnel ou dans ton entourage professionnel sur ta jeune carrière? Alors, oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce. Non, de toujours commencer petit, en fait. Voilà, de ne pas griller les étapes, Ouais. c'est-à-dire que je trouve que c'est très important de commencer par la base, c'est-à-dire l'épargne de précaution. Ensuite, on commence un petit peu à diversifier, ainsi de suite. Aujourd'hui, l'inconvénient, c'est que les gens ils veulent aller tout de suite trop vite. Ouais. Et à vouloir aller trop vite, bah, voilà, on se grille souvent les ailes. Donc, prenez vraiment le temps de se poser et de faire les choses dans l'ordre. Moi, le conseil que je donne principalement aux personnes qui veulent se lancer dans les investissements ou autres, je leur dis vraiment, prenez le temps et commencez petit. Toujours. Parce que le problème, c'est si une personne commence tout de suite avec beaucoup d'argent, etc., et qu'elle fait des mauvais choix, ce qui va forcément arriver, en fait, parce que tu es débutant et c'est normal, on l'a tous été. Tu vas tout de suite être déçu. Et du coup, tu vas, au final, perdre de l'argent. Et c'est toujours, même si tu es prêt à perdre cet argent, on le dit toujours qu'il faut investir de l'argent qu'on est prêt à perdre. C'est toujours un peu embêtant de perdre de l'argent. Donc non, moi, souvent, le conseil que je donne, c'est celui-ci. Et surtout, de vraiment se renseigner. Enfin, sur notre domaine, hein, vraiment de se renseigner. Comme tu disais, poser les bonnes questions. Exactement. Et c'est ce que tu Et traduis surtout, aussi, et même moi, je auprès leur de ta dis, je fais, communauté. mais prenez pas par argent comptant ce que je vous dis. Hein. Ouais. Ça se trouve, je vais avoir tort. Ouais. Et j'espère avoir tort. Et sur plein de trucs, je leur dis, parce que vu qu'on suit au quotidien les marchés financiers, des fois, il y a plein de personnes qui viennent en disant, ouais, tu vas voir LVMH, ça va tomber à temps. Je dis, mais j'espère, mais je pense pas, tu vois, que ça va tomber à temps. Donc surtout, vraiment faire très attention en fait dans notre domaine. Et ça, c'est un conseil vraiment de ne pas signer quelque chose ne pas aller sur quelque chose qu'ils ne comprennent pas. C'est un peu du basique, mais c'est important. Et on le voit en fait tous les jours qu'il y a encore plein d'arnaques, plein de gens qui sont à voir avec ne serait-ce que des pseudo-formations qu'on vend, que des personnes vont vendre alors que c'est des coquilles vides. Faire vraiment attention parce que aujourd'hui, ce qui est extrêmement bien, c'est qu'il y a une démocratisation, une vulgarisation de notre domaine, de la finance. Il y a des possibilités d'investissement qui sont partout, qui sont très bien. Mais à contrario, dans cette multitude-là, dans cette masse, il y a beaucoup de personnes qui vont profiter du coup de
de la crédulité, si je puis dire, des personnes en fait, de dire bah voilà, je vais essayer de te prodiguer quelque chose, soit une formation, soit une plateforme, quelque chose qui est tendancieuse. Et aujourd'hui, l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, malheureusement ne peut pas être partout. Et je pense que ça devrait être davantage régulé. Ça, après, c'est purement et simplement mon avis. Je ne dis pas que toutes les formations, par exemple, sont jetées à la poubelle, mais je dis souvent en live, parce que la fourchette de prix des formations que des confrères, si je peux appeler ça comme ça, vendent, c'est entre 1500 et peut-être 7000 euros. Ouais. Je me dis, est-ce que, aujourd'hui, acheter une formation, par exemple, je prends la plus chère, à 7000 euros, quelle est la rentabilité derrière ? Sachant que c'est une formation que le gars, il va t'envoyer. Aujourd'hui, tu as une année d'études que tu peux payer 7000 euros ayant un diplôme certifié par l'État. Ouais. Faut peut-être mieux faire une année d'études dans ce cas-là. Ouais. Non, mais je me dis, c'est quoi la rentabilité derrière ? Moi, je dis souvent de dire, bah, c'est quoi la rentabilité ? Peut-être que je suis un peu trop matrixé finance, je ne sais pas si tu es un peu comme ça, mais je me dis, chaque euro investi, quelle est ma rentabilité derrière ? Et des fois, je prends des exemples tout bêtes, c'est quand tu as envie de t'acheter un nouveau vêtement, si la rentabilité que tu as derrière d'acheter ce nouveau vêtement te rend heureux, fais-le. Si ça te rend heureux de le faire et que tu n'es pas déçu et que ça te permet de passer une bonne journée et que tu es content, fais-le. Pas trop non plus, il ne faut pas faire de la surconsommation. Tant que c'est possible. Exactement. Voilà. Ouais. Mais globalement, pensez toujours rentabilité. Quand tu achètes une formation à 7000 euros, pour moi, cette formation doit te rapporter au moins 2 ou 3 fois plus. Et ça ne sera jamais le cas, en vrai. Ouais. Ça ne sera jamais le cas. Donc pour moi, je trouve que c'est plus surfer sur des choses de « je suis coach en finance ». Et je trouve ça dommage alors qu'il y a des professionnels comme toi et ton équipe qui sont là, qui peuvent accompagner des gens pour beaucoup moins cher que ça, en plus de ça, et même gratuitement pour le premier rendez-vous. Donc je trouve ça ouf que des personnes qui sortent de nulle part, qui n'ont même pas de compétences particulières, qui ont demandé globalement peut-être à une IA de leur pondre une formation et de tourner 3 vidéos, et qui vendent ça ne serait-ce que 1500 euros. Ouais. Parce qu'ils vont jouer sur le fait que les personnes sont un peu naïves, qui ont envie d'apprendre quelque chose, envie de se ressentir aussi beaucoup, on en parle très peu, mais il y a des gens qui veulent investir aussi parce qu'ils se disent bah, ça va me permettre de mieux vivre demain. De me dire bah, voilà, si je fais des sacrifices aujourd'hui, ça va potentiellement me permettre demain d'être plus à l'aise financièrement. Et moi, ça, c'est un truc qui me fait... voilà, j'ai vu beaucoup de choses en banque, et ça, c'est un truc que je trouve inadmissible, en fait, de profiter de ça. Et voilà, après, je dis pas que toutes les formations sont achetées, mais effectivement, mais faire très attention en tout cas sur ça. Très sélectif. Exactement, très sélectif. Parce que aussi bien pour l'information que pour les placements. Toujours vérifier les choses. C'est toujours comme je crois que les journalistes seraient peut-être mieux placés que moi, mais il faut toujours vérifier à 3 fois ses sources. Si 3 sources disent à peu près la même chose, c'est que ça ne doit pas trop être mal normalement. Je crois. Non, et c'est jamais du temps perdu. Même si tu as vérifié 2 fois et que tout concorde, c'est jamais du temps perdu. C'est ça. Et puis aujourd'hui, même pour ceux qui veulent, admettons, se renseigner sur ça, bah, y a l'IA. Hein. On n'a pas trop parlé, mais l'IA, c'est aussi un outil. Tu lui demandes, hein. Bonjour. Est-ce que tu peux me préparer un cours sur l'éducation financière pour les nuls ? Un truc comme ça, tout bête, ou un livre. Moi, c'est ce que je dis souvent aussi à ma commu. Je préfère que vous alliez acheter un livre à la Fnac, la bourse pour les nuls, ou d'autres il y en a trucs. Plein, t'as raison. Il y en a plein. Je préfère qu'ils dépensent 30 ou 40 euros dans un bouquin qui va être là, qui va être tangible, qui coûte du coup 10 fois moins cher qu'une formation, même 100 fois moins cher qu'une formation. Et au moins, voilà, même si le livre, t'as pas appris grand-chose, t'as été déçu, au pire des cas, tu as perdu 40 euros. Tu pourras refourguer à quelqu'un en cadeau de Noël. Mais toujours commencer petit, quoi. Exactement. Ouais, très bien. Eh ben, écoute, Anto, un grand merci. Merci à toi. Un bon mot de la fin pour cet épisode, on va dire, un peu à part de juste parler des techniques patrimoniales et des placements financiers, mais aussi sur la psychologie, l'éducation financière, les sources d'informations qu'on peut avoir. Et on ne peut évidemment pas passer à côté de toute la mouvance, toute la tendance qu'il y a aujourd'hui sur les créateurs de contenu. Elle est très diverse et on a fait le choix d'inviter Anto parce que on voit la manière dont tu travailles. Tu as une communauté fidèle qui te suit. Il n'y a pas de hasard. Comme tu prends le micro tous les matins pour le live, on sent que c'est aussi une passion chez toi. Donc merci d'avoir partagé cette passion et ce moment avec nous. Très bientôt. Merci infiniment, pardon, je te coupe la parole. Merci infiniment en tout cas pour l'invitation, c'était un réel plaisir, Mathieu. Eh ben, écoute, plaisir partagé. À très bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Patrimoine et merci pour votre fidélité.